Voilà, bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Après une courte interruption de nos travaux, notre commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France procède aujourd'hui successivement à 2 auditions attendues et destinées à compléter les informations que nous avons déjà pu recueillir. Nous commençons par accueillir Monsieur Nicolas Hulot. Monsieur Hulot, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été de 2017 à 2018 ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et vous êtes accompagné par Madame Michèle Papalardo. Vous êtes, Madame, membre de l'Académie des technologies et vous avez été directrice du cabinet de Monsieur Hulot, puis de son successeur. Nous vous remercions, Monsieur le ministre, Madame, d'avoir accepté de venir devant notre commission d'enquête pour nous informer et nous éclairer sur les décisions qui ont été prises au cours de l'exercice de vos fonctions ministérielles. Avant de les évoquer, je crois utile de relever que vous avez tous deux participé au débat public concernant le système énergétique français des 15 dernières années, avant l'exercice des fonctions pour lesquelles vous êtes particulièrement entendus aujourd'hui. La Fondation de la Nature et de l'Homme que vous avez créée, Monsieur le Ministre, et dans laquelle, Madame, vous vous êtes investie, constitue une organisation devenue pratiquement incontournable dans les divers processus de concertation mis en place par les pouvoirs publics. Avant même l'exercice de vos fonctions ministérielles, vous avez également exercé des responsabilités importantes d'un point de vue politique. Le pacte écologique que vous avez proposé aux candidats de l'élection présidentielle de 2007 en est, Monsieur le ministre, un exemple. Madame Papalardo, vous avez également exercé des responsabilités au sein de l'ADEME de 2003 à 2008, puis en tant que commissaire général et délégué interministériel du développement durable, puis en tant que présidente en 2014 de la commission particulière du débat public sur CIGEO. S'agissant de la période 2017-2018, des décisions significatives ont été prises dans le domaine de l'énergie. Celui-ci ne se constituait qu'une partie des larges attributions qui avaient été conférées au ministre de la Transition énergétique et solidaire, mais comportait des enjeux essentiels. Vous étiez ainsi chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'énergie, je cite, afin notamment d'assurer la sécurité d'approvisionnement, la lutte contre le réchauffement climatique et l'accès à l'énergie et de promouvoir la transition énergétique. Vous aviez également en charge, conjointement avec le ministre de l'Économie, la politique des matières premières et des mines en ce qui concerne les matières énergétiques. Le plan climat, dès 2017, comportait des mesures importantes dans le domaine de l'énergie, avec notamment la cessation de la production énergétique à partir de charbon dès 2022 et le remplacement des voitures thermiques à l'horizon 2040. Ce plan marque un tournant, celui du remplacement de l'objectif Factor 4 par la neutralité carbone en 2050. La loi du 27 décembre 2017 a d'ailleurs mis fin aux recherches et à l'exploration d'hydrocarbures. Lors des auditions que nous avons déjà conduites, ce changement de paradigme a pu être mis en exergue par certains pour expliquer peut-être des revirements politiques passés. La baisse de la consommation d'énergie, le développement des énergies renouvelables autant que possible sont des constantes de votre programme. Je pense néanmoins que votre audition permettra de mieux identifier les enjeux qui étaient les vôtres en matière de mix électrique à cette époque, notamment sur la place de l'énergie nucléaire. Avant de vous laisser la parole, il me revient de vous demander, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de vous demander de bien vouloir prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc successivement à lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et donc je vous laisse la parole si vous voulez. Un propos introductif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, baptisé Transition écologique et solidaire, j'ai d'ailleurs souhaité que le mot solidaire soit adossé à l'intitulé du ministère parce que j'avais une cruelle conscience que cette mutation, cette métamorphose, ce changement de paradigme, comme vous venez de l'évoquer, était conditionné par la recevabilité et l'acceptabilité sociale, et que c'en était de la condition, et qu'il fallait évidemment, compte tenu à la fois de l'urgence, garder ce paramètre en tête. Je suis arrivé sur un plan
purement énergétique, je dirais à la croisée d'objectifs, d'engagements, de lois, de processus qui avaient été pris par mes prédécesseurs ou à d'autres occasions, la loi Grenelle 1, la loi Grenelle 2, la loi de la transition écologique et de croissance verte, le plan climat. Et force a été de constater que c'est peut-être d'ailleurs un travers qui mérite d'être mis en relief pour en comprendre la raison, que beaucoup des objectifs que nous nous étions fixés n'étaient pas en voie de réalisation. Et c'est, je dirais, une méthode de dire que, notamment, les lois, les objectifs de réduction de consommation, de développement des énergies renouvelables, de la part du nucléaire dans le mix énergétique, n'étaient pas sur les trajectoires souhaitées. Je dirais parce que, probablement, ce qui fait défaut à notre démocratie, je l'ai dit dans une autre enceinte hier, c'est le sens de la planification, c'est la méthode. La transition énergétique, qui est un terme générique, ne doit pas dissimuler que derrière se profile une transformation d'un modèle économique, d'un modèle de société, et ça ne se fait pas au doigt mouillé, ça ne se fait pas dans la brutalité, ça remet en cause des fondamentaux. Et nous avions, notamment sur le plan énergétique, plusieurs contraintes à concilier. La première contrainte, vous l'avez souligné, c'est la sécurité de l'approvisionnement. Faire en sorte que pour les besoins essentiels, on ne soit pas pris de court. Pourtant, dans le domaine économique que dans le domaine du tertiaire ou de la consommation quotidienne. Par ailleurs, il y a un paramètre qui est récent, même si maintenant ça commence à dater, je dirais qui prime presque sur tout le reste, c'est le paramètre climatique, qui a brutalement, là pour le coup, même si on a mis du temps à l'acter, en prendre conscience et prendre conscience des conséquences, qui nous a contraints à programmer la sortie d'une économie carbone, qui, chez nous comme ailleurs, était, je dirais, l'économie de référence. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, vous êtes suffisamment conscient du rôle que les énergies fossiles ont joué dans le développement des économies contemporaines. On avait une forme de, je dirais, non pas d'addiction, mais de dépendance, évidemment, à ces énergies fossiles, parce qu'elles nous ont permis des choses que l'on peut mettre au crédit du progrès, avec évidemment toujours les conséquences que l'on peut avoir. Donc il y avait évidemment cette contrainte-là qui est importante. Et puis prendre évidemment en compte la réalité énergétique de notre pays, avec un parc nucléaire dont chacun connaît, avec nos 58 réacteurs, la singularité française, avec certains de ces réacteurs qui commençaient à avoir un certain âge. Donc assurer aussi dans ce domaine-là, ne pas sacrifier pour le climat la vigilance sur les énergies, la production d'énergie et d'électricité nucléaire. Donc nous avions toutes ces contraintes, tous ces paramètres, tous ces objectifs à concilier, tenant compte du fait que nous avions un retard considérable sur nos objectifs. Et que si nous voulions respecter la loi, il aurait fallu mettre en place un certain nombre de mesures d'une grande brutalité, socialement d'abord, et je pense qu'il nous aurait fait prendre un certain nombre de risques sur la sécurité d'approvisionnement, enfin sur la sûreté, et également sur la sûreté du mode de production, notamment dans le domaine du nucléaire. Donc il fallait remettre les choses à plat et essayer de faire un bilan, un point, ce que nous avons fait, sans, je le dis très sincèrement, sans aucun dogme, sans aucun a priori, en essayant de faire un état des lieux et en ayant une approche de la politique énergétique qui soit, j'allais dire, intégrale et transversale, en s'occupant autant de l'offre que de la demande. Et en ayant aussi, et c'est une conviction profonde, mais je pense que tous ceux qui se sont un peu intéressés à la politique énergétique partagent, que quel que soit le modèle énergétique de demain, pour le mettre en œuvre et pour qu'il soit durable, le fer de lance, c'est la sobriété énergétique. Et de ce point de vue-là, nous étions aussi assez en retard.
Et enfin, c'est là aussi le moins que l'on puisse dire. Et c'était aussi la clé de voûte de toute réussite. Parce que nous étions dans une croissance constante sur les besoins d'énergie, avec un certain nombre de phénomènes, l'urbanisation, l'usage d'un certain nombre de comportements et d'appareils nouveaux, l'explosion des voitures électriques, mais de plus en plus énergivores. Enfin bref, il fallait à un moment ou à un autre essayer d'amener un peu de la rationalité. Donc c'est un petit peu la méthode que l'on a mis en œuvre avec le cabinet, de ne pas simplement se focaliser sur l'électricité, mais travailler sur tous les éléments d'une politique énergétique avec une préoccupation à la fois pour le développement des filières industrielles, la protection de l'approvisionnement et d'indépendance nationale, en revenant dans quelques secondes sur ce mot d'indépendance et de souveraineté, si vous me permettez, et donc en mettant la priorité sur la réduction de la demande d'énergie, en particulier l'énergie fossile, le soutien aux différentes formes d'énergie renouvelable, l'acceptation du gaz comme énergie de transition. Ça n'était pas évident à l'époque, et je nous félicite, je le dis, il n'y a pas grand-chose sur lequel je nous félicite, mais d'avoir pris l'initiative d'augmenter les capacités de stockage de gaz. Je pense que l'hiver que nous venons de passer, ou que nous sommes en train de passer, peut se réjouir d'avoir pris cette disposition. Et puis la réduction, comme nous nous étions engagés, la part du nucléaire dans le mix électrique, mais une réduction que nous allions reprogrammer, ce qui, comme vous le savez, vous l'avez sans doute en mémoire, m'a obligé à prendre une décision assez rapidement, un peu difficile pour moi, compte tenu d'un certain nombre de choses, mais rationnelle, sinon on risque là aussi d'imposer une brutalité avec des conséquences que nous n'aurions pas forcément maîtrisées, de retarder l'échéance que nous avions de mettre la part du nucléaire à 50% dans le mix énergétique, et puis surtout organiser la fin des énergies fossiles, là aussi, si possible, dans un souci de développement territorial. Si je me permets, et je ne vais pas être trop long parce que je sais que vous avez beaucoup de questions, de dire que je voulais faire une toute petite aparté sur le terme d'indépendance ou de souveraineté, auquel moi peut-être, je dirais peut-être, j'emploierais peut-être le mot de vulnérabilité. Parce que qu'est-ce qu'on met derrière le mot souveraineté ? Le schéma idéal, c'est un pays comme le nôtre ou comme d'autres qui produit l'intégralité de son énergie à l'intérieur de ses frontières et qui assure sa propre consommation sans être dépendant d'autres technologies ou d'autres sources d'approvisionnement. Je ne crois pas que la France ait connu cela. Je ne suis pas expert de l'époque du charbon, mais peut-être qu'à l'époque on n'en était pas loin, mais en tout cas pour l'instant nous en sommes loin, puisque nous dépendons principalement en matière d'énergie fossile de la Russie pour le gaz, du Moyen-Orient pour l'approvisionnement en pétrole. Bon, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de charbon, on en a encore un tout petit peu. Et puis, je dirais, et pas du tout, prenez pas ça du tout comme une critique facile, mais parce que je crois que nous avons un devoir d'être objectifs, y compris pour l'énergie nucléaire. Nous dépendons d'un approvisionnement en uranium dans un certain nombre de pays, au premier rang desquels le Kazakhstan. Et puis, la complexité des chaînes de valeur dans la production d'énergie nucléaire rend parfois subjective l'idée d'indépendance, parce que les systèmes énergétiques reposent sur une diversité de matières, de technologies qui impliquent beaucoup de dépendance et une présence industrielle qui est dispersée dans différents niveaux de chaîne de valeur. Alors voilà, je voulais simplement le dire. Dans mon esprit, l'indépendance énergétique, c'est un objectif atteignable à l'échelle européenne. C'est mon sentiment, j'ai besoin de l'exprimer ici, en tout cas c'est mon souhait. Mais ceci dit, nous sommes aussi, je parle pour les promoteurs des énergies renouvelables, dans une forme de dépendance, puisque chacun le sait ici, il n'y a pas de système parfait, les énergies renouvelables dépendent d'un certain nombre de matières premières, et notamment ce que l'on appelle de terres rares, dont nous n'avons, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, pas les réserves sur notre sol. Donc voilà, en tout cas, la clé de voûte pour moi, et c'était l'esprit dans lequel nous avons travaillé, d'abord remettre de l'ordre, faire un état des lieux, autant que possible, parce que quand on est ministre, on découvre souvent qu'on est en manque d'informations. C'est bien beau de dire qu'il faut fermer une centrale, c'est bien beau de dire qu'il faut descendre à 50%, mais enfin, il y a un coût social, il y a un coût économique,
Et surtout, il y a encore une fois une nécessité de faire en sorte que tout d'un coup, on ne se retrouve pas avec l'approvisionnement coupé. Donc, et je manquais, et je dirais même jusqu'à, je ne suis pas resté très longtemps, mais jusqu'à la fin, de beaucoup d'éléments. Combien prend de temps, combien coûte le démantèlement, de combien peut-on le prolonger, quels sont les réacteurs ou les tranches ou les centrales les plus... Et je n'avais pas toujours des choses très concordantes, ce qui n'est pas facile pour prendre décision, je le dis très sincèrement. Mais j'étais quand même convaincu que quelles que soient les opinions des uns et des autres, en regrettant d'ailleurs que le débat sur la stratégie énergétique de la France se focalise en permanence sur le pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les énergies renouvelables. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ça a beaucoup nui à une réflexion rationnelle, experte, parce que c'est presque devenu un marqueur politique, et personnellement, je m'en désole, compte tenu de ce que ça représente en termes d'intérêt économique, en termes d'intérêt social, en termes d'intérêt écologique. Et j'aurais espéré, mais peut-être que d'ailleurs les travaux de votre commission permettront de remettre un peu de rationalité là-dedans, mais c'est un sujet qui est tellement épidermique qu'on a créé des fronts de refus partout. Quand vous êtes ministre de l'Énergie, je caricature, et pardon pour la caricature, mais vous avez les anti-éoliens, les anti-solaires, les anti-thermiques, les anti-nucléaires, et chacun a sa part de conviction, mais ça ne fait pas un modèle énergétique. Voilà. Donc ça a été aussi, je le dis, probablement une forme de difficulté, parce que nous sommes en démocratie et on doit tenir compte des oppositions locales ou nationales. Et je pense qu'un débat de fond, sérieux, compte tenu encore une fois, et j'en terminerai, qu'il n'y a pas de modèle parfait. Moi, je défie quiconque de faire aujourd'hui la démonstration que nous pourrions pourvoir aux besoins d'énergie française simplement avec les énergies renouvelables. Je le souhaiterais, c'est mon vœu. Mais je défie aussi quiconque de nous dire que nous pourrions le faire dans une économie raisonnable simplement avec le nucléaire. Donc je pense que les choses sont loin d'être blanches ou noires et que la diversité dans ce domaine, comme dans beaucoup de domaines, est probablement la meilleure alternative, coiffée, je dirais, couronnée par la sobriété énergétique, c'est-à-dire la baisse drastique de notre consommation énergétique. Et il y a, croyez-moi, un nombre de gisements dans lesquels à la fois il y a de l'emploi, parce que ce sont des emplois qui sont non délocalisables, et tout l'argent qu'on met à ne pas consommer ou à ne pas produire, c'est de l'argent qui ne sort pas de nos frontières et que l'on peut injecter dans des domaines prioritaires comme la santé ou l'éducation ou l'environnement. Voilà, pardon pour cette introduction un petit peu longue, Monsieur le Président. Aucune difficulté, je ne sais pas si Madame Pappalardo voulait... On y viendra à ce moment-là, à l'occasion des questions. J'aurais deux premières questions, un peu de contextualisation, parce que c'est vrai que une des difficultés du débat politique, c'est qu'on relie parfois des décisions du passé à l'aune des connaissances du temps de la relecture et pas du moment de la prise de décision, ce qui n'est pas, pour simplifier, la prise de décision future. Vous avez été, Monsieur Hulot, un animateur du débat énergétique de longue date. J'ai parlé dans mon propos introductif de la charte de l'environnement que vous avez fait signer en 2007. Comment est-ce que, de votre point de vue, vous avez vu cette question du débat énergétique évoluer voilà, à partir du moment où votre voix a commencé à compter dans le débat politique? Certains disent qu'en 2002, déjà, on suscitait on cherchait à vous recruter d'une façon ou d'une autre. Voilà. Comment est-ce que cette question énergétique, entre 2002 et finalement 2017, votre entrée au gouvernement, est-ce qu'elle a évolué dans le débat public? Je ne sais pas si je comprends bien la question, j'espère ne pas répondre à côté. Vous savez, avant d'accepter ces responsabilités, comme vous l'avez souligné, j'ai travaillé dans le domaine associatif et je dirais un des rôles que j'avais et que ma fondation avait à l'époque, c'est d'essayer de faire un trait d'union entre la parole de la science et la décision politique, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde se parle et qu'en tout cas, il n'y ait pas qu'un son de cloche, parce que je crois qu'on n'est jamais trop bien informé ou trop bien éclairé. Et c'était le rôle, puisque dans ma fondation, j'avais un parterre d'experts, un conseil scientifique de toutes sortes de disciplines.
et que j'ai fait en sorte, et c'est probablement une des vertus du pacte écologique et du Grenelle de l'environnement, que les portes à la fois des ministères, de l'Élysée, de Matignon, puissent aussi de temps en temps s'ouvrir à d'autres sons de cloche pour en tout cas se forger des convictions et les mettre à l'épreuve, parce que ce sont des choix qui, comme vous l'avez vu, engagent sur de très 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 long terme et qui conditionnent le succès ou pas du modèle économique et qui jouent aussi non seulement sur la santé, mais maintenant carrément sur l'avenir de la planète. Donc on est quand même dans du sérieux, et c'est bien qu'il n'y ait pas une exclusivité d'expression, de réflexion ou de diagnostic, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que ça devienne un débat sociétal. Et l'écologie avait une signification dans l'esprit de certains, ou idéologique, ou politique, etc. Et moi, ça me navrait, parce que compte tenu de la complexité des décisions et des équations à résoudre, je pensais qu'on avait besoin de l'intelligence des uns et des autres. Et je ne pensais pas que ce serait un sujet de clivage politique. Mais les choses évoluent, et on ne peut pas dire non plus que rien n'a été fait. Moi, j'ai toujours pensé... Vous savez, dans ma fondation... Pour vous dire qu'il y avait une sorte même d'esprit d'ouverture, je crois que vous avez reçu M. Jancovici ici. Il a fait partie de mon conseil scientifique pendant très longtemps. Je n'avais pas forcément le même enthousiasme, mais peut-être pas les mêmes non plus arguments que lui sur la place du nucléaire dans le mix énergétique. Mais nous avons fait preuve, je pense, d'une forme, je dirais, d'intelligence de processus, en prenant acte de nos différences, mais en trouvant quand même des points de convergence. Et moi, j'ai toujours été convaincu qu'il fallait des points d'étape. Et notamment le fameux point d'étape de 50% de nucléaire dans le mix énergétique était un point où on aurait pu faire la démonstration d'un scénario ou d'un autre. C'est-à-dire, ou la démonstration peut-être que pour finir, le nucléaire, on pouvait peut-être progressivement s'en passer, ou la démonstration que pour un certain nombre de raisons, pour finir... on ne peut pas s'en passer, avec les contraintes, encore une fois, que j'ai dit, notamment la contrainte climatique, qui a redonné un peu de crédit au nucléaire, enfin en tout cas de raison d'être au nucléaire, puisque toute personne de bonne foi actera qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, même s'il n'est pas neutre, parce que les matériaux fissiles n'arrivent pas par voie navigable, est évidemment vertueux. Mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, ça a d'autres conséquences, puisque ça produit un certain nombre de déchets. Et là, on tombe sur une question philosophique que moi, j'ai toujours mis au débat. Ces déchets, chacun le sait, c'est une responsabilité que nous donnons procuration aux générations futures pour les prendre en charge. Donc, quelque part, nous déléguons cette responsabilité à des gens qui ne sont pas encore au courant de cela. Bon, voilà, moi, c'était quelque chose que je prends avec beaucoup de prudence. Je pense qu'une société qui se dit civilisée doit assumer ses propres responsabilités et doit aussi être capable, en cas d'erreur, parce qu'il faut prendre des risques, mais si un risque est avéré et se manifeste, être capable de le contenir dans le temps et dans l'espace. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai toujours été beaucoup plus prudent, réservé sur le nucléaire, mais en ayant conscience qu'on ne pouvait pas s'en passer comme ça, et encore une fois, qu'il fallait faire la démonstration de ce qu'on pouvait ou pas. Et cette planification qui fait tant défaut à nos sociétés n'a pas véritablement opéré, et il est peut-être encore temps de redresser la barre. Je vais être un tout petit peu plus précis. Oui. Au cours de nos auditions, certains nous ont dit, par exemple, en 2007, la question énergétique n'était pas au cœur du débat à l'occasion de l'élection présidentielle, comme ça a pu être le cas en 2022, où on a quand même beaucoup parlé d'énergie. On se souvient très bien de votre charte pour l'environnement signée par la plupart des candidats. De votre point de vue, en 2007, par exemple, est-ce que l'énergie était au cœur de cette préoccupation environnementale ou est-ce que c'était un peu à côté? Est-ce que c'était une condition du débat que vous animiez? Alors, elle était par l'angle climat, puisque dans le pacte écologique, nous proposions un prix du carbone. Ce qui, à l'époque, n'était pas encore dans le logiciel, c'était une proposition en fait, qui émanait des plus grands économistes et qui considéraient que si on ne donnait pas un prix au carbone, on n'infléchirait pas les investissements d'avenir. On l'était par ce biais, bien entendu.
il y avait quand même un certain nombre de propositions et de réflexions sur le développement des énergies renouvelables, parce que nous étions quand même, par rapport à un certain nombre de pays, déjà très en retard. Voilà. Mais oui, ça n'était pas l'élément, comment dire, dominant du pacte écologique, mais le sujet de l'énergie n'était pas non plus totalement absent. Voilà. Ouais, c'est important parce que ça permet de recontextualiser hein, pour nous. Bon, du coup, vous êtes une personnalité publique qui a été très sollicitée dans le débat politique français. On vous a plusieurs fois proposé d'entrer au gouvernement. Vous avez plusieurs fois refusé. En 2017, vous avez accepté. Quelles étaient en quelque sorte les conditions qui étaient les vôtres pour entrer au gouvernement en tant que ministre, notamment en charge de l'énergie? Je ne vais pas surcharger la commission, mais je me dois d'expliquer pourquoi là j'ai accepté alors que parfois j'avais effectivement refusé. D'abord, parfois je ne me sentais pas de faire face à cette responsabilité parce qu'elle est très lourde, c'est un ministère qui est très lourd. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, ça couvre le transport, ça couvrait autrefois le logement, ça couvre l'énergie. Moi j'avais même l'économie sociale et solidaire, donc c'est très lourd. Je l'ai accepté pour deux raisons. La première raison, c'est que, en fait, moi, c'est une vie d'engagement sur ce sujet-là. J'ai tout essayé pour essayer de contribuer avec bien d'autres et après bien d'autres à mettre la société en ordre de marche, à mettre cet enjeu écologique comme un déterminant majeur de notre avenir. La seule chose que je n'avais pas essayé, j'ai été auprès de François Hollande comme envoyé spécial pour préparer notamment la COP21, donc j'avais un pied un peu dedans, un pied dehors, mais je voulais pas avoir de regrets qu'on me dise si c'est si facile, ce que je n'ai jamais pensé, t'as qu'à essayer. Donc voilà, j'ai accepté cela, mais avec quand même quelques conditions. Et la condition, c'est qu'on ne retombe pas dans le travers d'un ministre ou d'une ministre qui n'a pas les moyens de ses ambitions, et surtout qu'il n'y ait pas une feuille de route partagée. Parce que la transition écologique, c'est encore une fois, c'est une transition sociétale, lourde, et qui doit, qui peut pas souffrir d'injonctions contradictoires. Et donc c'est tout un modèle que l'on doit faire, que l'on doit développer. Et donc j'avais discuté avec le président avant d'accepter, voir si on partageait nos points de vue, notamment sur le plan énergétique. Il n'y avait pas de dogme. Probablement que le président avait une vision peut-être plus enthousiaste du nucléaire que je ne l'avais. Mais je n'étais pas non plus, je n'ai pas fait en aucun cas une obligation et un élément conditionnel. J'ai demandé justement qu'on fasse le point, et en tout cas que dans un premier temps, on développe les énergies renouvelables, parce que par rapport à tous nos voisins européens, notamment, nous étions excessivement en retard, donc c'était vraiment une priorité. Et c'est là aussi que j'ai commencé à faire rentrer le concept de précarité énergétique, parce que c'était aussi dans notre logiciel un angle mort jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai accepté parce que le président à l'époque m'a dit que le ministère serait suivi, que Matignon et l'Élysée coordonneraient l'action, que le ministre ne serait pas seul en opposition et qu'il y aurait une forme d'harmonisation et qu'on ne se retrouverait pas avec des conflits à l'intérieur du gouvernement de logique. J'ai dit chiche. Voilà, et bon, les choses après ne se sont pas forcément passées comme je le souhaitais, non pas qu'au moment où on m'a fait ces promesses, il n'y avait pas une forme de sincérité, mais après il y a des habitudes qui reviennent, il y a des logiques qui reviennent, et il y a des inversions d'urgence qui se remettent en place. Le court terme prend souvent la place sur le long terme. Quand vous vous battez pour éviter les conséquences du changement climatique, vous n'obtenez pas de succès visible le temps d'un quinquennat. Voilà, c'est une évidence que je veux vous dire. En tout cas, voilà, donc la raison pour laquelle j'ai accepté, c'est parce que je pensais pouvoir créer une forme d'élan et puis placer la transition écologique au plus haut niveau de nos préoccupations. Voilà. C'était davantage les conditions de l'acceptation qui m'intéressaient que les raisons, en quelque sorte. Hein, oui, non, mais voilà, les conditions, c'est qu'on a échangé sur les priorités, sur des domaines sur lesquels peut-être le président ne s'était pas exprimé, la biodiversité, par exemple. Et voilà, moi, et c'est important d'acter les priorités et surtout les moyens. Voilà.
parce que tous les ministres qui m'ont précédé se plaignaient des mêmes affres. Les budgets au rabot, des décisions contradictoires dans d'autres ministères, des réunions interministérielles à Matignon qui n'en finissent plus, et pour finir, il faut se battre sur chaque chose, etc. Bon, donc, j'espérais que les choses seraient un petit peu plus souples et un peu plus ambitieuses. Merci. Alors, dans l'exercice de votre fonction ministérielle, vous êtes amené à poursuivre la fermeture d'un certain nombre de moyens de production pilotables et carbonés, notamment à la sortie des centrales de la production d'électricité à base de charbon. Quelle est la place du questionnement autour de la sécurité d'approvisionnement au moment de ces prises de décision ? Énergétique et de croissance verte, nous avions pris comme objectif, enfin il avait été inscrit dans la loi, de ne pas dépasser dans les capacités de production nucléaire 93, je crois, combien 63 voilà, gigawatts. Et donc c'était aussi une contrainte de plafonner. Bon. Ce qui veut dire en creux que si nous fermions pour des raisons à la fois de sécurité et pour revenir dans cet équilibre du mix énergétique, une centrale ou un réacteur ou une tranche, il fallait que ça soit compensé, mais notamment par Flamanville. Mais si nous ouvrions, enfin, Flamanville était opérationnel sans que nous ayons fermé une tranche, à ce moment-là, nous ne tenions pas cet objectif de 63 gigawatts. Donc il fallait tenir compte de l'ensemble de ces paramètres. Alors la première décision qu'on a prise, je parle sous le contrôle de Michel Papalardo, parce que ma mémoire peut faire défaut, on a retardé la fermeture d'un certain nombre de centrales thermiques, parce que c'était trop brutal, rien n'avait été prévu, pardon de le dire, rien n'avait été prévu sur un plan social, pas d'alternative. Deuxièmement, on a repoussé l'échéance de réduire la part du nucléaire et notamment la fermeture d'un certain nombre de réacteurs pour tenir l'engagement de 50%. Parce que là aussi, quand j'ai essayé de savoir ce que ça comportait en termes de conséquences sociales, d'indemnités économiques, quels étaient vraiment les réacteurs qu'il fallait mettre en tête de liste, l'ensemble de ces paramètres, les éléments qui nous parvenaient n'étaient pas suffisants pour prendre des décisions. Voilà. Donc il a fallu décaler pour remettre les choses dans le temps, sans abandonner les objectifs, mais avec un nouvel échéancier. Et puis, comme vous le savez, après mon départ, un certain nombre de centrales thermiques et notamment, vous le connaissez bien, Monsieur le Président, les 2 tranches de Fessenheim ont été fermées. Alors là, je connais évidemment, probablement moins bien que vous, les débats sur l'opportunité d'avoir fermé Fessenheim ou pas. On n'a jamais imaginé, je pense, que Flamanville prendrait autant de retard. Parce que, très sincèrement, c'est un cas d'école. Et tout le monde pensait que la fermeture d'un réacteur ou de 2 réacteurs serait compensée par l'ouverture de Flamanville. Et bon, vous voyez, encore aujourd'hui, pour mes successeurs ou les gens qui sont aux responsabilités, ils doivent toujours faire avec un Flamanville qui est fermé. Alors Fessenheim, pourquoi est-ce que Fessenheim a été en tête de liste? Je rappelle que, si je ne me trompe pas, en 2017, les 2 réacteurs, enfin il y a un réacteur de Fessenheim qui a été à l'arrêt pendant toute l'année, et le 2e réacteur pendant une centaine de jours. Donc en gros, on avait 450 jours de fermeture. On a vu après, sur ces tranches-là comme sur d'autres,
C'est là qu'on voit qu'il faut toujours être prudent, des problèmes de corrosion qui sont apparus. Bon, voilà, moi j'étais... c'est Fessenheim qui est... En plus, il y avait évidemment une pression de nos voisins européens parce que c'était la plus vieille centrale et que, comme elle est en bordure de 2 autres frontières, il fallait en tenir compte. Mais j'ai envoyé... pardon, le mot est un peu familier, mais j'ai demandé à Sébastien Lecornu, qui était le secrétaire d'État à l'époque, justement, de regarder si on pouvait mettre en place des contrats de transition énergétique et écologique, c'est-à-dire, d'abord, combien de temps pour démanteler, combien d'emplois, est-ce qu'il y a des reconversions possibles? Tout cela n'avait pas été fait. Et c'est aussi quand même un angle mort. Alors, peut-être parce que ça n'a pas été fait, parce qu'on ne s'est pas donné les moyens, mais on ne s'est pas donné aussi les moyens parce que peut-être qu'il n'y a pas de réponse claire. Je veux quand même rappeler, Monsieur le Président, parce que c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin que nous avons un réacteur dans les monts d'Arrée en Bretagne qui s'appelle Brennilis, qui a été arrêté, je crois, dans les années 80. Il y a toujours 70 personnes qui y travaillent, ça n'a toujours pas été démantelé et le budget a explosé. Donc on manquait aussi, de la part des opérateurs, d'un certain nombre d'éléments cruciaux pour pouvoir prendre des décisions avisées. Et par ailleurs, nous avions la contrainte de la loi qui nous obligeait, sauf à la remettre en question, mais ce n'est pas à vous que je vais vous dire que la loi, c'est la loi. Merci. Je repose la question qui était la mienne, qui ne concernait pas Fessenheim. Tout en la complétant du coup, d'abord en précisant qu'il me semble bien que le problème de corrosion sous contrainte ne touche pas Fessenheim et que cette expertise a été menée, sans vouloir reprendre vos propos, mais pour être sûr de bien comprendre les propos que vous avez tenus. Il me semble important de le préciser. Donc je repose la question. C'est la sortie du charbon, notamment, qui anime votre ministère. Enfin, l'exercice de la temporalité pendant laquelle vous êtes en décision concrète et en mise en application, en tout cas. Ce sont des décisions qui poursuivent d'un continuum sur la décennie passée, de la fermeture d'une dizaine de gigawatts de capacité de production thermique fossile en France. Est-ce que sur ces décisions de fermeture de thermique fossile, il y a ou non, ça peut être un parti pris, un prisme sécurité d'approvisionnement? Question subsidiaire pour rebondir sur la réponse que vous avez apportée jusque-là. Où en était, pendant que vous étiez ministre, le démantèlement du réacteur de Chaux A? Juste sur ce que vous avez dit sur Fessenheim et les problèmes de corrosion, oui, j'évoquais cela pour d'autres centrales, mais j'ai retrouvé le chiffre exact sur... excusez-moi. Voilà. En 2017, le réacteur 2 a été arrêté 365 jours, donc l'année complète, et le 1, 82 jours. Bon, voilà, mais il n'a pas été arrêté par hasard, mais ce n'était pas pour des problèmes de corrosion. Donc la question, c'est, oui, évidemment, en fermant le charbon, nous prenions un risque d'approvisionnement. Donc nous avons, je pense, comblé, en tout cas essayé de combattre ce risque avec notamment l'amélioration, l'amplification des méthodes de stockage de l'électricité produite par les énergies renouvelables et surtout de faire accepter le gaz comme une énergie de transition. Et c'est là que nous avons pris des décisions pour développer les capacités de stockage. Tout ça a été pris, évidemment, en même temps qu'on a fait la loi sur la fin de l'exploration des hydrocarbures en France. Enfin, ça représentait une toute petite, une infime part. Voilà. Mais donc, nous avons fait cet échéancier pour éviter que, simultanément, on ferme Fessenheim. On voyait bien que Flamanville n'allait pas ouvrir tout de suite, que de fermer les centrales à charbon. Donc, on a pris les mesures, puisque nous avons reporté un certain nombre d'engagements. Moi, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai dû faire, c'est reporter des engagements. Donc, c'était évidemment un peu difficile pour moi à porter, mais je l'ai fait, j'ai assumé la responsabilité parce que je donnais le sentiment tout d'un coup de freiner tout. Mais parce qu'on oubliait effectivement le facteur de vulnérabilité et que je prenais un risque là d'une coupure générale d'électricité. Merci.
Merci beaucoup. Juste un petit complément sur le charbon. Effectivement, quand on est arrivé, si je ne me trompe, la fermeture des centrales à charbon était prévue dans le programme en fait du président de la République. Et donc dans les premiers discours, d'ailleurs, c'était on va les fermer tout de suite. C'était je mets en œuvre les propositions que j'ai dans mon programme. Et effectivement, en regardant de près où on en était de la production d'électricité, du fait, comme l'a rappelé le ministre, qu'on était en retard sur les ENR, on était en retard sur la sobriété, enfin voilà, et d'un certain nombre de rapports de RTE, on avait bien sûr interrogé sur le sujet. RTE nous disait... En termes de sécurité, il ne faut pas fermer les centrales à charbon tout de suite. On n'en aura peut-être pas besoin. D'ailleurs, on s'en est très peu servi. Mais bon, le risque en matière d'approvisionnement, c'est un risque important. Donc, on ne le prend pas. Et donc, progressivement, si vous suivez un peu les discours qui ont été faits, on a pris des précautions sur le fait de dire oui, on va fermer les centrales à charbon quand on pourra en toute sécurité fermer les centrales à charbon, ce qui était le cas d'après les prévisions de RTE, donc après 2019-2020, puisque jusqu'à la période de 2018-2020 était pour eux quand même un peu compliqué pour les hivers, bien entendu. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est ça, c'est essayer de bien comprendre avec RTE quel était le risque. Bon, quand on s'est aperçu que le risque existait, on a reculé donc le tempo, on a ralenti le tempo de ces fermetures en attendant d'être sûr de pouvoir le faire. Et on en a profité, comme le disait le ministre, on en a profité pour essayer de travailler en avance de phase, c'est peut-être un peu rapide à dire parce que c'était quand même déjà très proche des dates potentielles de fermeture, sur des actions de territoire. C'est-à-dire, une fois qu'on aura fermé les centrales, on fera quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'activités sur les territoires, d'activités de substitution, de formation des personnes qui sont dans ces centrales, etc. etc. Et effectivement, Sébastien Lecornu avait cette mission d'aller travailler avec les élus locaux en particulier, et puis les acteurs locaux, à mettre en place des solutions avant même qu'on ait définitivement fermé ces centrales, dont certaines ne sont pas encore fermées aujourd'hui, effectivement. Merci. Du coup, est-ce que vous aviez un niveau d'information sur l'état d'avancement du démantèlement du réacteur de Chaux A, monsieur le ministre? On devait en avoir, j'avoue que je n'en ai plus aucun souvenir, mais certainement on devait en avoir. Enfin, je fais la même réponse, je n'ai pas de souvenir de cela. Voilà. Je vous posais la question comme vous indiquiez n'avoir aucune réponse sur le démantèlement de Fessenheim, etc. Et que c'est principalement l'école d'apprentissage du démantèlement Non, mais quand j'avais besoin d'avoir des ordres de grandeur sur les volumes de déchets, parce que bon, il y a des déchets ultimes, chacun connaît toujours ces comparaisons, ça vaut deux piscines olympiques, etc., etc. Bon, voilà. Mais chacun sait que quand on démantèle une centrale, c'est évidemment des volumes de déchets qui sont beaucoup plus importants. Alors certains n'ont pas la même dangerosité, d'autres la même longueur de vie. Mais surtout le temps, sur quel échéancier on démantèle complètement une centrale, avec combien de personnes. Et c'est pour ça que je me suis permis de reprendre l'exemple de Brennilis, parce que le coût de démantèlement aujourd'hui, mais encore, on ne sait même pas quand ça va être terminé, on est à 850 millions d'euros. Donc tout ça, ce sont aussi des choses qu'il faut prendre en considération pour le futur, parce qu'il va bien falloir que quelqu'un le paye. Je ne dis pas ça, vous ne me connaissez pas, mais comme un argument facile contre le nucléaire. Je dis qu'il faut prendre en compte tous les paramètres. Et ça vaut pour les énergies renouvelables, bien entendu qu'il faut prendre en compte tous les paramètres. Et c'est pour ça que si on veut avoir des choix éclairés, sortons encore une fois de cette posture dogmatique, parce qu'on n'y arrivera jamais sinon. C'est justement pour ça que je vous pose la question de Chaux A, qui est la même technologie que le parc standardisé français, contrairement à Brennilis, qui est un réacteur unique. Madame la directrice. Vous me m'ôtez les mots de la bouche. Effectivement, Brennilis est un cas très particulier. Bon, on voit que c'est difficile, mais c'est un réacteur de recherche en plus, donc avec des techniques, des procédures, des process très différents. Mais bon,
qui met quand même du temps à être démantelé, ça c'est clair. Chaud, c'est effectivement les mêmes techniques, mais c'est quand même pas, c'est pas une centrale identique aux premières qu'on a construites sur le modèle de Fessenheim, enfin. Fessenheim n'était pas le modèle, mais enfin, comme Fessenheim. Donc, le sujet du démantèlement de Chaux, c'est effectivement un cas d'étude pour EDF. Donc, quand on échange avec EDF sur le démantèlement, ils nous parlent de Chaux. Ça n'empêche, il n'est pas fini, donc comme dit le ministre, on n'a pas une vision globale de combien de temps ça prend. On voit une partie des problèmes, celle qu'on connaît pendant qu'on est en train de faire cette première partie de démantèlement, mais il n'est pas fini, ce démantèlement. Et ce n'est pas non plus quand même vraiment une centrale type de notre parc. Donc il reste, mais bon, ça va rester pendant quelques temps encore, hein, tout ça prend beaucoup de temps. Ça reste un sujet d'interrogation, de scénario, parce que les uns et les autres ont des propositions et imaginent combien de temps ça va prendre, de mesures. Enfin, il y a beaucoup de travaux sur ces sujets, mais on n'a pas encore aujourd'hui en main le cas pratique, quoi, c'est ça. On laissera aux experts de juger peut-être l'état actuel aussi. C'est vrai qu'il faut toujours qu'on recontextualise à 2017-2018, puisque entre-temps, il y a 5 ans qui sont passés. Monsieur le ministre, vous avez plusieurs fois dans votre propos introductif ou dans les réponses que vous avez apportées aux questions que je vous ai déjà posées, déploré le manque d'information ou la difficulté d'accès à l'information qui est celle d'un ministre. Il me semble que c'est sous votre ministère qu'est remis le rapport d'Escata-Billon, qui ensuite est quasi immédiatement classé secret défense. Il comporte une partie sur le nucléaire civil, une partie sur le nucléaire défense. Il y a des raisons qui peuvent être objectives dans ce classement. On a demandé au niveau de la commission d'enquête d'en avoir communication pour les parties concernant le nucléaire civil. Voilà. Est-ce que ce type de rapport, on peut néanmoins vous éclairer un petit peu? Il prévoyait, la presse s'en est fait écho en son temps, la construction d'au moins 6 EPR de nouvelle génération. Est-ce que c'est un rapport qui vous est bien parvenu dans l'aide à la décision? Oui, sauf que encore une fois, il y a un certain nombre de décisions qui avaient... Comment dire les choses? Je pense que jamais n'a été, acté, me semble-t-il, dans certaines sphères du pouvoir, la sortie du nucléaire ou le fait qu'on ne ferait pas de nouveaux EPR. Ça ne m'a jamais été dit. On m'a toujours dit on n'en fera pas tant qu'on n'est pas arrivé aux 50%. Je pense que, quelque part, cette programmation était déjà dans les tuyaux. C'est pour ça que ce rapport, moi, il ne m'est pas parvenu en l'état. Hein? Si. Alors, comme je voudrais dire la vérité, je ne veux pas me tromper. Michel? Alors, d'abord, le rapport d'Escata-Billon, on a été... on était là pour le lancement du rapport et c'était une idée et des propositions conjointes de différents ministères, mais on était tout à fait d'accord avec le lancement de ce rapport, qui avait un objet pour nous très précis, qui était de regarder comment on pouvait remettre, puisque c'était une critique et un risque surtout qu'EDF faisait ressortir, et très grave, et qu'on voit ressortir aujourd'hui, d'une perte de compétences en matière de nucléaire. Et donc, clairement, la commande, je crois que nous, on avait surtout choisi M. Descata, mais après, parce qu'à la partie défense, pas du tout le sujet du ministère, donc ça s'était fait regrouper après. C'était comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer finalement de ce qu'on fait du côté du ministère de la Défense, puisque en matière de défense et de nucléaire,
on n'a pas l'air d'avoir des problèmes de compétences du tout, hein, et donc ils ont dû trouver des solutions pour intéresser plus de gens à leur activité. Donc comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ce qu'ils ont fait, de la manière dont ils le font dans la durée, pour compenser ce qui apparaissait déjà comme une difficulté du nucléaire civil. Donc c'était ça l'objet. Effectivement, on était un peu déçus parce que le rapport, il ne traite pas de ce sujet-là. Le rapport, il traite, comme vous l'avez dit, j'avoue que je ne suis pas sûre, moi, de l'avoir lu. Je sais que le conseiller énergie l'avait vu, et donc je ne suis pas sûre que le ministre l'ait lu, mais en tout cas, on lui en avait fait part. Mais voilà, pour moi, le message, c'est ça, c'est en fait, on cherchait des réponses très précises, des questions très précises, avec ce rapprochement civil-militaire qui était plutôt intéressant, qu'on ne fait pas habituellement. Et la réponse a été un plan de construction de centrales, etc. N'étaient pas exactement les questions qu'on leur posait. Et puis après, je ne sais plus quelle est la date à laquelle a été rendu ce rapport, mais je pense que c'était quand même assez proche du moment où après on est parti. Donc, effectivement, voilà, hein, il a été. Donc après, c'est pour ça qu'on en a un souvenir assez limité. Et puis en plus, effectivement, il a été classé confidentiel défense, donc ou secret défense même. Donc, on ne pouvait plus en reparler sur la place publique, et il est resté, pour nous, partant à l'été 2018, pas exploité. En tout cas, après, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais pas par nous. Je suis surpris. Vous nous dites, donc on a commandé un rapport sur la filière. La réponse du rapport, c'est de dire pour préserver la filière, il faut construire. Et on dit que ce n'est pas les réponses qu'on attendait. Donc, qu'est-ce que vous attendez d'un rapport ? Très précisément, de notre côté, c'est vraiment une décision interministérielle, ce genre de rapport, hein, c'est bien normal. Les préoccupations que nous avions, qui étaient clairement exprimées, hein, notamment dans le choix des personnes, etc., c'était ça. C'était comment faire en sorte que cette filière dont on nous disait qu'elle perdait de sa compétence, que les jeunes ne voulaient plus y venir, etc., comment est-ce qu'on pouvait lui redonner la même dynamique en matière de défense, où on ne construit pas, je sais pas, des porte-avions ou des sous-marins nucléaires tous les jours, mais il y a quand même la compétence qui est là. Donc voilà, c'était plutôt un problème finalement dans notre esprit de ressources humaines, de gestion, de recrutement, de formation, etc. C'était ça, de notre côté, on attendait plutôt que, a priori, un rapport sur il faut construire X ou Y centrale ou autre chose de ce type-là, qui étaient des travaux sur lesquels il y avait beaucoup de travaux en cours, hein, qui étaient, eux, pas du tout classés, puisque dans le cadre de la préparation de la PPE, dans le cadre des travaux sur les 50%, RTE faisait des scénarios, enfin, on travaillait sur des scénarios et des modèles à longueur de journée, avec toutes les informations sur la table. Le sujet du rapport, pour nous, n'était pas celui-là. C'était alors, merci à Michel, qui a une mémoire plus précise que la mienne. J'ai un peu décroché depuis 2 ans. Donc, effectivement, je suis incapable de vous dire si j'ai lu le rapport dans son intégralité, mais à mon avis, je n'ai sûrement pas lu dans son intégralité, mais je fais confiance à un de mes conseillers pour m'en avoir fait une synthèse à l'époque. Si le propos, c'était de savoir si, effectivement, en ne remettant pas en construction des nouveaux EPR, on risquait de perdre un certain nombre de savoir-faire, c'était un risque qu'il fallait ou pas prendre. Mais on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. C'est-à-dire on ne peut pas dire qu'on va baisser notre consommation, qu'on va développer massivement les énergies renouvelables, qu'on va baisser une partie du nucléaire, alors que Flamanville n'est toujours pas en marche, qu'aucun EPR, que ce soit celui du Royaume-Uni ou celui, je crois, en Finlande, n'était en activité. Donc il y avait un temps qui méritait que quand même on remette les choses à plat avant de se lancer au prétexte de garder des savoir-faire. Il me semblait qu'on n'était pas à 2 ans près.
Et il y avait une décision politique qui avait été prise, qui était inscrite dans la loi, encore une fois. Il y avait un plafonnement de la production d'électricité à partir de l'énergie nucléaire. On était tous, surpris, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les défauts et les malédictions qui tombaient sur les EPR, ce qui nous donnait plutôt envie d'une certaine prudence dans les choix et les décisions qu'on allait prendre. Bien entendu. Alors, je savais aussi qu'il y avait un certain nombre de réunions qui se passaient sur la continuité de l'activité des centrales avec l'exportation, puisqu'on continuait à vendre des centrales à l'étranger. Donc, les compétences pouvaient quand même un peu perdurer par ce biais-là. Mais cet argument-là n'était pas pour moi suffisant pour tout d'un coup dire oui, allez, on va lancer la construction de tant d'EPR, d'autant plus qu'à l'époque, on parlait des EPR équivalents à ceux de Flamanville et on ne parlait pas des EPR tels qu'on risque maintenant de les lancer. Merci, j'en viens. Peut-être une question pour vous, Madame la directrice de cabinet, avant de laisser la parole au rapporteur. Le ministre, je reviens dessus, a plusieurs fois souligné cette difficulté d'accès à l'information. Finalement, comment sont traités ces nombreux rapports qui sont produits pour éclairer le ministère au niveau de la haute administration, du cabinet du ministre? Comment sont-ils synthétisés? On a entendu Yves Bréchet, je crois, qui parlait en tant que haut-commissaire à l'énergie atomique des 4000 pages de rapports qu'il a pu produire, qui n'ont pas toujours été lus de son point de vue. Comment pouvez-vous nous décrire, vous qui finalement êtes chargé d'organiser la réception de toutes ces données, le process de traitement de ces éléments d'aide à la décision? C'est difficile de généraliser ça. Il n'y a pas spécialement pour la période relativement courte. J'ai pas le sentiment que dans ces 18 mois, on ait reçu énormément de rapports. On n'a pas eu trop le temps. On en a lancé, on en a fait nous-mêmes. Mais d'une manière générale, comment les choses se présentent, et pour avoir fait moi-même beaucoup de rapports de la Cour des comptes, je sais quand même aussi un petit peu ce qu'ils deviennent. Alors certains sont très utilisés, d'autres moins. Bon, ça, c'est l'avis des rapports. Mais ce serait vraiment très rapide et même certainement faux de considérer qu'ils ne sont pas utilisés. Il y a une répartition des tâches entre l'administration. Quand un rapport de ce type-là arrive, je ne parle pas de celui qui a été classé, c'est un peu plus compliqué, mais enfin un rapport classique, normal, on va dire, sur un aspect de la politique énergétique, puisqu'on en parle. On a la Direction générale de l'énergie et du climat qui analyse et qui, en général, a été quand même un peu active pendant la rédaction du rapport, quelle que soit la personne qui a fait le rapport, donc qui est capable de nous donner. Quand je dis nous, c'est à la fois au cabinet et au ministre, bien entendu, des informations, des précisions et des synthèses et son avis sur ce qui est dans le rapport. Il y a le cabinet qui, de son côté, a normalement un ou deux spécialistes d'énergie qui a lui-même son éclairage et sa vision sur ce qu'il lit. Parce que bon, c'est effectivement le cabinet qui lit les rapports, ça c'est clair. Et puis, tout ça arrive chez le ministre, qui dans certains cas va lire le rapport, mais enfin c'est clair qu'il ne va pas pouvoir lire tous les rapports qu'on lui fait dans tous les sens, mais qui aura une synthèse, des explications. Et en ce qui concerne Nicolas Hulot, on a fait beaucoup de réunions, moi pour avoir été directrice de cabinet d'un autre ministre bien longtemps auparavant avec Michel Marnier. On a fait beaucoup de réunions avec la DGEC, avec le cabinet. Nous, on était très peu nombreux en cabinet, donc il y avait un conseiller énergie et puis directrice de cabinet qui essayait de suivre, et le ministre, pour justement essayer de bien rentrer, de bien comprendre les différents sujets, pas que sur le nucléaire, d'une manière générale sur l'énergie. Et donc ces rapports alimentent la réflexion, mais c'est pas parce qu'on a un rapport qu'on va l'appliquer. C'est un élément de partager avec les autres ministères, avec Matignon et avec l'Élysée, donc c'est important, à un moment donné, d'informations complémentaires.
mais qui vient s'ajouter à beaucoup d'autres choses. Et là, en particulier, c'était très particulier, je pense, pendant cette période. On a fait énormément de scénarios, de modèles avec RTE, qui en avait déjà fait. On recommençait avec de nouvelles hypothèses, qui repartaient dans le cadre de la PPE. Il en fallait bien un certain nombre. Donc, l'avancée des scénarios nous était présentée, on en discutait. Enfin, vraiment, c'était une période assez particulière en termes de richesse d'échange entre les experts, j'appelle experts EDF, RTE, ASN pour d'autres sujets. Qu'est-ce que j'oublie? Je ne voudrais pas fâcher quelqu'un. Enfin, en tout cas, ça c'est clair. La DGEC, bien entendu, la base, l'ADEME pour certains éléments, et puis cabinet et ministre, voilà. Et la même chose dans les autres ministères. Donc, en fait, une période très riche d'échanges et de discussions sur tous ces sujets. Merci. Alors, avant de laisser la parole au rapporteur, je voudrais simplement vous offrir à Madame Papalardo une espèce de droit de réponse. Nous avons reçu dans notre commission d'enquête Ségolène Royal, qui nous a présenté les dispositifs qui étaient ceux présents dans la loi qu'elle a portée de transition énergétique et pour la croissance verte, TEPCV. Et elle vous a nommément accusé d'avoir détricoté cette loi et de l'avoir rendue par la suite inopérante. Donc voilà, je vous offre un droit de réponse. Je n'ai pas... Pardon, Michel, mais parce que... Bon, non, tu auras les mêmes arguments que moi, mais j'ai lu ça, j'ai entendu ça de la part de Madame Royal. Quand nous sommes arrivés dans les choses que nous avons découvertes, c'est qu'un certain nombre d'engagements budgétaires sur ces opérations de territoire à énergie positive et de croissance verte n'avaient pas été couverts. C'est-à-dire qu'il y avait des engagements qui avaient été pris sans être budgétés. Et donc, on pourrait se retrouver dans une situation où tous les engagements qui avaient été pris n'allaient pas être honorés. Ce qui était évidemment compliqué pour les relations de l'État avec les territoires, et surtout qu'il y avait beaucoup de beaux projets dans ces dispositifs-là. Sauf, alors je n'ai pas les chiffres en tête, combien il manquait, je pense qu'il manquait 350 millions, quelque chose comme ça, et qu'en fait on s'est battu, au contraire, pour sauver ce dispositif, malgré cette déconvenue budgétaire. En gros, en tout cas, je n'ai pas le pouvoir de détricoter les lois. Les directrices de cabinet n'ont pas ce pouvoir-là, heureusement. Non, en l'occurrence, il y a deux choses dans ce que dit Madame Royal. Il y a effectivement le process lui-même, les fameux TEPCV, qui était une partie de l'enveloppe spéciale de transition énergétique. Et comme vient de le rappeler le ministre, l'enveloppe était de 750 millions annoncés et financés à hauteur de 400. Donc, quand on est arrivé, il nous manquait 350 millions pour finir de payer, il fallait vraiment payer là, de payer les opérations. Donc, on s'est trouvé effectivement dans la situation où certains nous demandaient clairement d'arrêter tout, puisqu'on n'avait pas les crédits, donc de payer ce qu'on avait et d'arrêter pour le reste. Nous avons considéré, on a petit à petit réussi à convaincre que c'était des engagements qui avaient été pris par la ministre, avec... et ça, c'est aussi un point sur lequel Madame Royal est revenue, avec des procédures qui avait été critiqué par la Cour des comptes, qui avait été commencé à être un peu rectifié, puisqu'en fait, l'argent était versé à la Caisse des dépôts, qu'on ne savait plus très bien où étaient les chiffres, on s'y perdait un petit peu du côté des comptables publics, que les personnes qui engageaient n'étaient pas celles qui avaient les crédits, puisque les crédits, c'était à la Caisse des dépôts. Il y avait des choses un peu curieuses en termes de gestion administrative. Donc, on les a remises au carré. Ça, moi, je savais faire, effectivement. On a remis aussi des crédits au fur et à mesure, année par année, au fur et à mesure des besoins. Ce qui fait que les derniers TEPCV ont été payés en juillet 2022. Vous voyez qu'il y avait
beaucoup de temps. Pendant que nous étions là, il n'y avait pas de problème de trésorerie, puisqu'effectivement, les premiers crédits, heureusement, étaient utilisés à ça, mais on s'inquiétait, et nous, on ne voulait pas laisser le bébé au suivant. On ne savait pas qui allait être les suivants, mais enfin, on ne voulait pas laisser le bébé au suivant, et donc on tenait absolument à ce que les crédits soient disponibles régulièrement au fur et à mesure qu'on en avait besoin. Donc, on a remis des crédits. Au total, de mémoire, sur les 750 millions initiaux de l'enveloppe, pas des TEPCV, on a dû en dépenser de l'ordre de 600 millions à peu près, parce que d'abord, il y a des opérations qui ne sont pas faites, des TEPCV, mais pas que. Il y avait d'autres dépenses. Et puis, il y en a encore quelques-uns qui sont en cours de paiement. Mais alors là, on les a mis sur les crédits normaux. C'est quelque part, en fait, l'enveloppe spéciale de transition écologique, on l'avait considéré côté Cour des comptes comme une espèce de débudgétisation, puisqu'en fait, on finançait des opérations qui avaient pour beaucoup déjà des possibilités de financement dans le budget normal du ministère. Voilà, c'est ça qui posait notamment problème. La deuxième critique que fait Madame Royal, c'est de dire qu'effectivement, j'étais à la Cour et qu'à la Cour, d'après ce qu'elle dit, j'avais déjà fait des pieds et des mains pour arrêter cette histoire. C'est pas le cas, en fait. J'étais pas du tout dans la chambre qui travaillait sur ce sujet. Moi, j'ai découvert tout ça en arrivant. J'ai regardé les rapports de la Cour après. Et donc, on s'en est servi, bien entendu, pour résoudre les problèmes. Donc, par contre, il ne faut donc pas voir une vision manichéenne de je suis revenu pour tuer les TEPCV. Non, certainement pas. Et d'ailleurs, nous avons fait tout ce qu'on a pu pour les maintenir quand c'était possible de les maintenir. Nous voilà donc rassurés. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. En effet, il n'y a pas de quoi grimper aux arbres. Merci, Monsieur le Ministre, Madame la Directrice, pour ces très nombreuses explications. Je vais essayer de reprendre dans le fil des questions du Président un certain nombre de points que vous avez évoqués et puis d'autres points complémentaires. Peut-être quand même une question d'abord quand vous arrivez aux responsabilités sur l'état dans lequel vous trouvez EDF. Sur les relations que vous entretenez avec la direction d'EDF et sur les premières orientations que vous donnez à EDF avec, j'allais dire, la marge de manœuvre que vous avez pour faire appliquer ces décisions au sein de l'entreprise, les limites que vous constatez et qui sont ou bien dues à la volonté des dirigeants. Je dis ça parce que, pour être tout à fait explicite, vous avez pu, à certaines reprises, interroger la révolution culturelle que représenterait pour EDF le passage du nucléaire aux énergies renouvelables, avec des proportions qu'on pourra rediscuter, mais peut-être avoir votre état d'esprit à l'arrivée aux responsabilités et le processus décisionnel des orientations d'un ministre jusqu'à une entreprise structurante pour le pays et pour le modèle énergétique comme EDF. Non pas pour la petite histoire, mais pour comprendre mes relations avec EDF, il se trouve que dans mes responsabilités précédentes, quand j'étais président de ma fondation, nous avions comme partenaire EDF. Donc le dialogue avec EDF n'était pas né de mon arrivée au gouvernement, et nous n'avons pas forcément évidemment les mêmes visions, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir ce dialogue sur plusieurs années. Donc je connais un peu l'état d'esprit d'EDF. J'ai discuté avec de nombreux PDG jusqu'à M. Lévy. Vous avez parlé d'une notion culturelle. Oui, il y a une culture EDF qui est difficile et qu'il a été difficile de faire évoluer, qui est une culture de vendre de l'électricité. Et si possible, alors je ne dis pas que ce soit encore le cas aujourd'hui, ça serait faire un affront à EDF, mais d'en vendre le plus possible. C'était le métier d'EDF. Et donc, toute cette mutation, toute cette conversion, je pense qu'elle a été longue, parce que ce n'était pas le pari, la stratégie d'EDF au départ. Ça remettait en cause beaucoup de choses. La sobriété, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire tout d'un coup devenir un opérateur qui va trouver des solutions économiques et technologiques pour demander à ses clients de moins consommer, ça a été très long à mettre en œuvre. Donc oui, EDF a souvent été dans le dialogue avec eux. Alors quand je suis arrivé au gouvernement, je pense que très rapidement j'ai reçu M. Lévy en lui demandant d'accélérer sur le développement des énergies renouvelables, parce que je lui ai donné des points de comparaison avec nos voisins, parce qu'il y avait quand même une tendance au niveau du monde à ce que dans les
déploiement des nouvelles énergies, c'était les énergies renouvelables qui étaient en train de prendre le pas, que le prix du kilowattheure pour le solaire ou pour l'éolien était en train de chuter. Il y avait quand même des indicateurs qui montraient que, quoi qu'on en pense, ça allait prendre une part importante dans le mix énergétique à l'échelle mondiale. Et voilà, tenant compte effectivement que chez nous, on avait pour l'électricité, parce que pas ici, mais on continue à confondre la part du nucléaire dans la production d'électricité et dans la production d'énergie. Il faut bien avoir en tête que le nucléaire joue pour 60% des 30% que représente la contribution du nucléaire dans la consommation primaire de l'énergie. Voilà, donc oui, je pense qu'il y avait une difficulté à faire évoluer le métier, la raison d'être d'EDF. Voilà. Que j'ai jamais senti. Alors après, EDF a proposé, un peu d'ailleurs comme Total, ils ont proposé un plan solaire, ils s'y sont mis petit à petit, mais on ne peut pas dire que cette mutation s'est faite spontanément. Et je sentais bien que, évidemment, pour eux, tout ce qui pouvait mettre en péril nos capacités, nos savoir-faire que vous évoquiez tout à l'heure, évidemment, les chagrinait. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'on mène les trois, la réduction de la consommation, le développement des énergies renouvelables, et puis qu'on prenne le temps pour voir le nucléaire sans brutalité, sans irréversibilité, parce que, je me répète par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on n'était pas non plus à 2 ans près pour dire on va complètement sortir, on va tout démanteler, on va perdre nos savoir-faire. Ça ne se perd pas du jour au lendemain. Enfin, je rappelle que pour fermer une centrale ou un réacteur, il faut des compétences pendant longtemps. Donc voilà, c'était un rapport courtois, mais sur des logiques et des points de vue différentes. Pourtant, ce que nous ont dit les anciens responsables d'EDF, et les actuels d'ailleurs, qu'on auditionnera dans quelques minutes, mais en particulier sur la question des compétences, c'est que l'absence de construction de nouveaux réacteurs depuis la décision de l'EPR de Flamanville et plus encore les décisions inscrites dans la PPE consécutive à la loi de 2015 avait marqué un coup d'arrêt dans les compétences et laissé craindre que les compétences au sein d'EDF ou chez leurs sous-traitants, chez ses sous-traitants, fondent comme neige au soleil. C'est une inquiétude qu'ils vous ont exprimée, que vous avez entendue ? Oui, ben c'était un des principaux arguments, bien entendu. Ils sont dans leur logique, dans leur rôle, et de mettre cet argument en avant, qui n'est pas totalement infondé. Mais est-ce que ces pertes de compétences sont aussi brutales ? Est-ce que ça nécessitait de prendre des décisions excessivement rapides, alors que quand même la démonstration de l'utilité de faire des EPR, enfin de l'efficacité des EPR, était quand même sacrément mis en cause, pardon, mais je reviens parce qu'on a l'impression que Flamanville, c'est une histoire passée, c'est une histoire qui n'est toujours pas aboutie, tant sur un plan économique que sur un plan technologique. Donc pour prendre un certain nombre de décisions pour augmenter cette filière, il aurait fallu qu'on soit un peu rassuré. Enfin, de mon point de vue, moi, je n'avais pas ce sentiment de me dire, bon, ok, ça mérite d'être pris en compte, parce que bon, Flamanville, c'est démonstratif, etc., etc. Et puis, on a une forme d'amnésie quand même collective. Je sais bien que le nucléaire, et je comprends les arguments, se refait une forme de vertu sur le dos des changements climatiques, parce que, encore une fois, pour ses vertus en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Mais l'histoire nous montre qu'il ne faut pas précipiter les étapes. Et je le vois même par rapport aux politiques actuelles, attention aux excès de confiance. Je ne suis pas encore en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, et je suis incapable de vous faire la démonstration qu'on pourra, pour la France, se passer du nucléaire si on tient compte de toutes les contraintes et les objectifs qui sont les nôtres. Mais de là à précipiter, en tout cas à l'époque où on était en 2017, et dire que c'est là qu'on va relancer plusieurs EPR, etc., alors que Flamanville faisait plutôt une démonstration un peu calamiteuse, ça nécessitait, à mon avis, de prendre un peu de recul et un peu de distance, quoi. Mais pourtant, Monsieur le Ministre, vous venez de dire que vous êtes incapable de faire la démonstration qu'on peut se passer du nucléaire en ce qui concerne notre mix électrique. Et en mars 2018, vous saluiez la future fermeture de Fessenheim comme le début, je cite, d'un acte irréversible concernant le nucléaire. Et en août 2018, dans l'entretien célèbre où vous avez annoncé votre démission du gouvernement, vous avez dénoncé, je cite, la folie
inutile économiquement et techniquement qu'est le nucléaire, dans lequel donc j'imagine le gouvernement auquel vous ne vouliez plus appartenir, s'entête. Je ne suis pas sûr de bien comprendre l'articulation entre ces différents propos. Ben, tout simplement parce que, à l'instant T où j'ai prononcé ces phrases, je pense que les désagréments, pour employer un euphémisme, de Flamanville et de ce qui se passait également avec l'EPR au Royaume-Uni et celui en Finlande n'étaient pas démonstratifs et nous montraient quand même que sur un plan économique, il y avait une espèce de fuite en avant. Enfin, je veux dire, dans le secteur économique privé, on arriverait en termes de prévision budgétaire à une telle catastrophe budgétaire, mais les responsables seraient immédiatement sanctionnés. En termes de délai, c'est pas 2 ans de retard que l'on a. On ne sait même pas quand est-ce que... Voilà. Donc, il était... Quand je disais irréversible, c'est-à-dire irréversible, c'est d'aller vers un rééquilibrage du mix énergétique. C'est ça qui était irréversible, c'est-à-dire la montée des énergies renouvelables et la baisse du parc nucléaire. Et j'ai toujours assorti de ça, et on verra si on peut aller plus loin. Pour moi, il y avait un point de passage, c'était les 50%. Et là, on verrait si la filière éolienne pouvait se développer compte tenu des difficultés sociales du développement des énergies renouvelables, parce que, évidemment, dans ce que je disais tout à l'heure, dans cette communication pathétique et ces débats crispés sur la politique énergétique de la France entre les pro-nucléaires et les anti-nucléaires, entre les pro-énergie renouvelable et anti-énergie renouvelable, et notamment anti-éolien, ça a créé une espèce de front de refus sur tout le territoire qui, évidemment, rend difficile le développement des énergies renouvelables et qui est une contrainte supplémentaire et un frein supplémentaire. C'est pour ça que si je tiens compte de tous ces paramètres, oui, je ne suis pas capable de vous dire, sauf d'autorité, que nous pourrions, alors que je suis convaincu que sur un plan technologique, oui, comme le Portugal l'a fait pendant 103 jours, comme le Costa Rica vient de le faire pendant 1 an et demi, qui exporte une grande partie de sa production énergétique à partir des énergies renouvelables dans les pays voisins, je suis convaincu que s'il n'y avait pas tous ces freins, oui, nous pourrions, avec évidemment les interconnexions européennes, assurer une grande indépendance, peut-être pas totale indépendance, de notre production énergétique à partir des énergies renouvelables. Sauf que je fais abstraction des réserves que je viens d'évoquer. Et il en vaut de même si demain on veut relancer le nucléaire comme ça semble parti. Ne faisons pas abstraction aussi des résistances qu'il y aura sur les déchets. Qui veut des déchets, hein? Je rappelle que non seulement, vous avez vu les problématiques que ça pose sur les déchets ultimes, mais que la France est en contentieux avec un certain nombre de pays qui nous ont donné leurs déchets à retraiter et qui ne veulent pas les reprendre parce qu'ils ont les mêmes problèmes chez eux. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je rappelle aussi, parce que je vois bien quand même ce qu'il y a là-dedans, qu'on fait abstraction d'un certain nombre de choses, et la période me permet quand même de mettre l'accent dessus, c'est qu'il faut beaucoup d'eau pour refroidir les réacteurs de centrales nucléaires, et qui nous garantit, regardez la situation hydrique actuelle en France, que nous aurons cette capacité sur le long terme. Donc prenons tous ces paramètres et précipitons pas les choses, parce que oui, il faudra prendre des risques, mais prenons-le en toute transparence, avec un vrai débat de société, et ne le prenons pas simplement pour des raisons idéologiques, dogmatiques ou purement politiques. Je vous remercie. Justement, avant de passer aux énergies renouvelables, une dernière question sur le nucléaire, puisque vous avez évoqué la question des déchets, et effectivement, dans vos prises de position passées avant vos fonctions ministérielles, c'était un élément majeur de votre discours pour demander la sortie du nucléaire en France de manière rapide et irréversible. Une des manières de traiter la question des déchets et de traiter les déchets eux-mêmes, c'est à la fois le recyclage des déchets nucléaires, le traitement du combustible usé, et puis la fermeture du cycle jusqu'à une fermeture dite totale. C'est-à-dire l'idée qu'on pourrait réutiliser à l'infini le combustible, ou si ce n'est pour totalité de ce combustible usé, pour une très grande partie. Et il y avait depuis 2010 en France un projet qui s'appelait le projet Astrid, qui avait vocation à déboucher sur un réacteur, un démonstrateur, un surgénérateur en mesure de faire des tests et pour une phase industrielle future, être capable justement d'absorber ces déchets et donc offrir une solution, si ce n'est totale, du moins très importante, à une grande partie
de ces déchets. Nous avons auditionné le haut-commissaire à l'énergie atomique Yves Bréchet, qui était en responsabilité au moment où vous étiez vous-même ministre, et qui nous a assuré vous avoir transmis de nombreux rapports, à vous ainsi qu'à votre directrice de cabinet, pour signaler l'importance de ce projet, puis qui a ensuite déploré l'arrêt de ce projet, c'est-à-dire en réalité la non-construction du démonstrateur, puisqu'il s'agissait d'une phase de finalisation des études préalables avant de savoir si on pouvait le construire ou pas. Et on a auditionné aussi les interlocuteurs qui étaient aux responsabilités à l'époque. On continuera de le faire. Est-ce que, puisque vous étiez particulièrement inquiet de la question des déchets nucléaires, vous avez porté un projet qui aurait permis de supprimer la quasi-totalité des déchets nucléaires et de fermer le cycle, ou est-ce qu'au contraire vous y étiez opposé, et si oui, pourquoi ? Là aussi, j'ai essayé de ne pas être dogmatique, parce que, évidemment, le cercle vertueux d'un procédé où les déchets deviennent des ressources, ce serait une belle illustration de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Quand nous étions au gouvernement, à ma connaissance, Michel, c'était pas vraiment dans le débat public. La discussion se faisait en bilatéral avec le commissariat à l'énergie atomique. Je me rappelle, Michel, que nous avons nommé François Jacques à ce poste, et que dans la discussion que nous avons eue avec lui, il a proposé un rééquilibrage de l'action du CEA, parce qu'il fallait qu'il garde un budget constant, et qu'il a préféré mettre le paquet, et après moi je vous expliquerai quelle était ma position, sur le réacteur qui est à Cadarache, qui s'appelle le RJH, qui travaille sur l'optimisation des technologies actuelles, notamment face à leur vieillissement. Et je pense qu'on a bien fait, notamment par rapport au problème maintenant qu'on découvre de corrosion. Ce réacteur qui s'appelle Jules Horowitz. Donc lui, il a préféré faire ce choix. Moi, il y avait, dans mon questionnement, effectivement, pas courir tous les lièvres à la fois, et il y avait quand même une certaine urgence à ce qu'on ait des technologies qui soient opérantes dans les décennies, compte tenu du retard que nous avions pris sur l'ensemble de nos engagements. Si j'ai bien compris, Astrid, ça n'aurait été qu'un démonstrateur, et pas encore un réacteur qui aurait fourni de l'énergie. Et les premiers projets commerciaux Astrid, moi, on me disait que ce n'était pas avant 2050. Alors, pourquoi pas? Mais pour moi, on avait mieux à faire, notamment dans le domaine de la sobriété, dans le domaine des énergies renouvelables. Ça ne réglait pas le problème de la neutralité carbone, ni ça ne remettait pas en cause la construction de réacteurs de troisième génération. Alors oui, vous avez raison, de ce que j'en sais, Astrid permet de réutiliser une grande partie des déchets de plutonium et des combustibles usés. Donc de ce fait, ça accroît un peu notre indépendance, mais cette ressource, d'abord, elle n'est pas perdue, hein, elle est là pour un bon moment, mais ce qu'on m'a aussi expliqué, c'est qu'Astrid n'était pas sans produire d'autres déchets, et qu'en réalité, globalement, on divisait par 5 le volume et la quantité de déchets, ce qui est loin d'être totalement insignifiant. Mais enfin, moi, à 2050, le premier prototype, encore une fois, avec le potentiel que je crois, la place que peut prendre les énergies renouvelables, le mix énergétique dans notre panel énergétique, je n'ai pas pris part à la décision, elle a été prise derrière moi, mais si vous m'aviez demandé mon avis, je vous aurais dit à l'époque que ça ne me semblait pas prioritaire. Encore une fois, il y a des choix. Cadarache, c'est quelque chose qui est très avancé. On en a besoin aussi pour la médecine atomique. Donc la décision qui a été prise par François Jacques, je la partage complètement. Oui, je sais. Il n'y avait effectivement pas que Jules Horowitz dans les choix à faire. Il y avait aussi, et je pense que c'est, franchement, je pense que rétrospectivement, c'était plutôt les bons choix dans le cadre d'un budget, hein, on est bien d'accord, qui n'était pas complètement constant parce qu'on l'avait augmenté de 300 millions sur la loi de finances
la seule que nous avons faite, nous, hein, c'est de 2018. Donc, on avait tenu à augmenter les moyens du CEA parce qu'effectivement, ils avaient quelques difficultés compte tenu de l'évolution de leurs différents programmes. Et donc, il y avait effectivement Jules Horowitz, dont je me souviens très bien que Bernard Bigot insistait beaucoup sur le fait que c'était extrêmement important, notamment pour la médecine, mais pas que, et aussi tous les travaux qu'il fallait faire sur justement sur le nouveau programme nucléaire, sur les EPR 1, 2, etc. Et sur aussi, et c'est pour ça que je dis que c'était plutôt une bonne idée, sur aussi tous les travaux de maintenance et de prolongation de durée de vie des centrales. Donc voilà, clairement, on faisait des choix. Effectivement, M. Bréchet n'était pas de cet avis. De mémoire, on n'était pas directement à la manœuvre, puisque les choses se passaient plutôt du côté du CEA, donc nous sommes un tout petit bout de tutelle, mais les autres acteurs du monde du nucléaire partageaient l'idée qu'il n'y avait pas d'urgence à mettre tous les moyens sur Astrid, qui reste suspendu. Hein. Voilà, on a fait des études, on a fait beaucoup de choses avant d'arriver à la phase démonstration. On pourra toujours reprendre la phase démonstration, bien entendu, si c'est nécessaire. Je vous remercie. J'en viens justement aux questions sur le mix énergétique et sur la capacité à prévoir les moyens nécessaires à atteindre les objectifs qu'on se fixe. Quand même, pour revenir un instant sur ce que vous avez dit en réponse aux questions du président, sur les suites de la loi de 2015 et sur l'idée, comme un certain nombre d'interlocuteurs l'ont ici exprimé, que les 50% ne reposaient pas sur une étude d'impact technique avec les conséquences que ça pouvait avoir sur le réseau, sur notre capacité à produire des énergies renouvelables et sur l'impact que ça pouvait avoir sur notre sécurité d'approvisionnement. Je voulais simplement, l'un et l'autre, vous faire peut-être revenir sur ce point et m'assurer que vous avez la même lecture que les autres interlocuteurs à la fois de l'époque et qui sont arrivés aux responsabilités par la suite. L'idée que du point de vue de la sécurité d'approvisionnement et de notre capacité concrète à atteindre ces 7 objectifs à 1 ou 2 ans près, mais à l'horizon 2025, quand vous êtes arrivé aux manettes, vous avez pu constater que ce n'était pas le cas, que les dispositifs n'existaient pas et que d'ailleurs vous avez repoussé la fermeture de certaines centrales pilotables. Cette difficulté ne nous a pas échappé, hein. Bien entendu, encore une fois, ça fait partie des contraintes qu'il faut combiner. Je les ai listées en début d'introduction. La sécurité d'approvisionnement est un paramètre qui est aussi important que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, que la sobriété énergétique, bien entendu. Et c'est pour ça qu'on a pris un certain nombre de dispositions pour essayer de fluidifier et d'accélérer le développement des énergies renouvelables. On pourra en parler tout à l'heure, mais on a pris ça très rapidement en main. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que parfois, sur les éoliennes, entre le moment où on avait le début d'un projet et sa réalisation, on peut atteindre entre 8 et 10 années. On arrivait dans d'ailleurs une aberration absolue, c'est que au moment où enfin on pouvait implanter les premières éoliennes, les éoliennes sur lesquelles le projet avait été établi étaient complètement obsolètes et que si on voulait mettre des éoliennes qui étaient de nouvelle génération, il fallait reprendre le projet à zéro. Enfin, on était dans quelque chose de kafkaïen. Donc, c'est là qu'on a travaillé sur le projet de loi qui nous a permis, en théorie, d'accélérer, mais ça n'a pas pour autant calmé, évidemment, les oppositions. On a travaillé, je l'ai dit tout à l'heure, sur les augmentations du stockage de gaz. J'ai ouvert avec beaucoup de difficultés, parce que je pense que ça jouera un rôle très important dans le modèle énergétique de demain, la réflexion, et plus que la réflexion, sur l'hydrogène en termes de stockage, et notamment, je pense, très prometteur plus tard pour pas tous les transports, mais les transports collectifs, probablement le transport ferroviaire, pourquoi pas le transport maritime, etc. Donc oui, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour ne pas se mettre en péril. Le recul des décisions, hein, on aurait pu s'entêter en disant voilà, mais non, ce paramètre a prévalu tout de suite parce qu'on ne pouvait pas prendre ce risque. Et encore une fois, on est arrivé dans une situation qui était compliquée entre les objectifs qui étaient fixés dans la loi,
qu'il fallait respecter et qu'on ne pouvait pas oublier, sauf à changer la loi. Mais enfin, pour l'instant, c'était la loi qui prédominait. Je rappelle quand même que ces 50% ne sont pas tombés du ciel, ils ne sont pas arrivés avec ma besace, quoi. Ils étaient là. Bon, voilà. Donc je pense qu'on a été très, très précautionneux de respecter ce problème de sécurité d'approvisionnement. Je répète parce que c'est important. Si on n'avait pas... D'ailleurs, l'autre jour, j'ai lu, ça vaut ce que ça vaut, mais un rapport de l'IDRI, l'Institut de développement durable et de relations internationales, disait que si on avait tenu nos engagements du Grenelle de l'environnement, on serait beaucoup plus à l'aise aujourd'hui pour se passer du gaz russe. Voilà. Donc c'est là aussi ce qui pose toujours ce souci-là, c'est qu'on prend des engagements, on prend des objectifs qui sont à l'époque probablement quand même assez étayés, et puis pour finir, on ne met pas les moyens pour les réaliser, pas les méthodes, pas les stratégies, pas les feuilles de route qu'il faut. Et après, on se retrouve dans des situations très complexes. Et moi, quand je suis arrivé, je me suis retrouvé dans une situation effectivement complexe entre des objectifs qui n'avaient pas été tenus, l'impératif climatique qui venait en supplément là-dessus, le parc nucléaire vieillissant, Flamanville qui n'était pas très démonstratif pour donner de l'allant pour aller plus vite et plus loin. Donc il fallait combiner tout cela en essayant de garder un minimum son sang-froid. Michel ? C'est clair que quand on est arrivé, l'objectif de 50% en 2025 n'était pas tenable. Voilà, on était en retard sur les énergies renouvelables. On avait un objectif de 23% d'énergie renouvelable en 2020. On savait très bien qu'on ne tiendrait pas. Les miracles, ça n'existe pas en construction d'infrastructures énergétiques. On a plutôt des surprises inverses. Donc voilà, les choses étaient claires. Le plan pour arriver à 50% supposait, on pouvait le faire sur le papier, il n'y a pas de problème. Il suffisait d'augmenter les énergies renouvelables de tant de pourcents, diminuer le nucléaire de tant de pourcents. Sur le papier, on peut écrire tout ce qu'on veut. Ça ne tenait pas la route une seconde en termes de réalisation. Bon, donc, après avoir beaucoup expliqué les choses au ministre, parce qu'effectivement, a priori, ça ne l'amusait pas spécialement d'annoncer ce type de décision, mais voilà, on avait bien fait le tour du sujet. Il était clair qu'il fallait reprendre justement ce que je vous disais, les scénarios, la réflexion, la planification, la PPE, enfin tout ça, pour essayer de mettre l'ensemble des dispositifs sur les bons rails pour essayer de l'atteindre. Donc en 2035, et on en était encore qu'au tout début de la réflexion. La PPE c'est terminé après nous, on était sur les scénarios et les réflexions. Ça paraissait plausible de le faire en 2035, ça suppose beaucoup de choses. On n'est pas absolument sûr qu'on va arriver à les faire, ça c'est clair. Mais enfin, en tout cas, on essayait de revenir à des choses réalistes et faisables, et surtout de poser la réflexion sur les planifications nécessaires pour le faire. Je vous remercie. Alors justement sur les énergies renouvelables, je m'adresse à la fois à l'ancien ministre et ancienne personnalité dans le débat public sur cette question, et puis à l'ancienne présidente de l'ADEME, commissaire générale au développement durable. Effectivement, quand vous arrivez aux responsabilités, vous prenez un certain nombre de dispositions, dont dans la loi de 2018, des dispositifs pour faciliter l'implantation d'éoliennes en mer, dont le plan hydrogène, enfin, un certain nombre de dispositifs sur lesquels je ne reviens pas, mais on a voté il y a très peu de temps encore au Parlement une loi pour accélérer l'implantation des énergies renouvelables. Le bilan que vous faites des difficultés d'implantation des énergies renouvelables, notamment éolien, terrestre, maritime et puis photovoltaïque, quel est-il? Est-ce que c'est davantage de l'acceptabilité sociale, la difficulté de faire naître une filière industrielle? Qu'est-ce qui vous, finalement, a posteriori, vous semble le plus marquant et aujourd'hui encore le frein le plus important? J'ai le très net sentiment que c'est ce que je disais tout à l'heure, les conséquences d'une communication qui a été assez désastreuse sur les énergies renouvelables, d'un débat énergétique crispé, nucléaire versus éolien, et beaucoup de désinformation, ou en tout cas de manque d'information, on va plutôt dire, sur les capacités du nucléaire. Et puis, oui, la fronde sociale, on l'a bien vu, notamment dans les dernières élections, elle est très, très organisée, souvent d'ailleurs au nom de l'écologie. Donc, sauf à passer en force, c'est très compliqué.
Pour moi, aujourd'hui, c'est la principale difficulté. Alors là aussi, probablement que les filières ont pris du retard, parce que tout ça a donné du retard à l'image. Pourquoi ça s'est bien passé dans d'autres pays? Pourquoi ça s'est mal passé chez nous? Parce que je pense que c'est devenu un sujet politique, et presque un marqueur politique, ce qui pour moi est désolant. Alors je ne veux pas exagérer, mais enfin, on a bien vu dans ces élections quelle catégorie politique était pour ceci ou pour cela, alors qu'on aurait dû dépasser tout ça. Pour moi, on le voit bien d'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie nous explique que demain, dans le monde entier, la majorité de l'électricité sera produite par les énergies renouvelables. Vous regardez à l'échelle européenne, on est totalement à la ramasse, quel que soit encore ce qu'on va conserver de la part du nucléaire ou pas, et la proportion. Mais moi, je considère que les énergies renouvelables, de la même manière que pour le nucléaire, évidemment, il y a toute une chaîne de valeur dont nous sommes dépendants, et je parlais tout à l'heure des terres rares notamment, mais c'est vrai aussi dans la filière nucléaire. Hein. Je pense qu'on ne maîtrise pas tout, bon, contrairement à ce qu'on peut laisser à penser. Mais c'est une remise en cause d'un modèle. Moi, j'ai toujours dit que l'indépendance énergétique, si tant est qu'elle soit jouable et réalisable en France, mais dans le monde entier, c'est un facteur de paix. Si par bonheur, nous arrivions à avoir cette indépendance, ou en tout cas une certaine indépendance, c'est-à-dire une énergie dont nous maîtrisons la technologie, l'approvisionnement et les conséquences. Parce que c'est ça aussi l'indépendance. Ce n'est pas simplement le temps présent, c'est de ne pas spolier nos enfants d'un certain nombre de choses. Regardez dans la récente actualité, notamment le conflit ukrainien, est-ce que nous aurions eu les mêmes attitudes si nous n'avions pas cette dépendance au gaz russe? J'en sais rien, je pose la question, mais ce dont les pays ont besoin, et que notamment les pays en voie de développement, ce n'est pas de grandes unités lourdes de technologies sophistiquées et très complexes avec des entretiens très coûteux. Les énergies renouvelables, elles ont cet intérêt d'être des technologies relativement simples. Et le vent, le soleil, la géothermie, les gradients thermiques, c'est l'énergie primaire qui est gratuite. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas des technologies pour transformer cette énergie primaire en électricité. Mais moi, je vois la tendance se passer au niveau mondial. Avant de venir ici, j'ai noté un certain nombre de chiffres. Je trouve qu'on est en train de louper le train. Danemark, ils sont à 75% de leur production d'électricité à partir des énergies renouvelables, objectif 100% en 2030. L'Allemagne, 50%. Objectif 80% en 2030. L'Espagne, 47%, objectif 100% en 2030. Nous, elle s'est effondrée en 2022. Alors, bon, d'abord, on a eu beaucoup de réacteurs à l'arrêt, donc la production électrique s'est effondrée, et dû à des problèmes de fissures de réacteurs. Mais les énergies, en 2025, renouvelables représenteront dans le monde la première source d'énergie renouvelable. Donc, quel que soit, encore une fois, nos sentiments, nos convictions sur le nucléaire ou pas, il faut booster ces énergies-là qui seront un complément indispensable et qui nous donneront une lisibilité. Donc, si on y va vraiment en grand, la démonstration que je suis peut-être incapable de faire se fera ou pas. Mais entre-temps, je ne pense pas que nous aurons perdu tout le savoir sur le nucléaire. Voilà. Je vous remercie. Simplement dans la continuité de ce point et sans faire de science-fiction, parce que vous avez parlé du retard de la France en termes d'objectifs d'énergie renouvelable, objectifs qui d'ailleurs, et comme le déplorait Jean-Louis Borloo, ne prennent pas en compte la décarbonation ou pas de notre mix électrique. Ce sont des objectifs énergie renouvelable tels que codifiés dans la classification, dans la taxonomie européenne. Étant donné l'opposition marquée que vous avez rappelée, votre opposition marquée que vous avez rappelée au nucléaire et le pas de temps très long de conception, construction puis démantèlement d'une centrale nucléaire, si je tire le raisonnement, est-ce que vous considérez, du fait de l'opposition que vous expliquez entre nucléaire et énergie renouvelable, que finalement on ferait mieux de ne pas construire de nouvelles centrales nucléaires, quitte à avoir des centrales thermiques au gaz, y compris si elles sont fossiles pendant un temps, pour développer les énergies renouvelables?
Ou est-ce que finalement, de manière prospective, puisque notre commission s'y attache aussi, vous pensez que pour combler les lacunes des 15, 20, 25 prochaines années, il est préférable de construire des réacteurs nucléaires plutôt que d'importer de l'électricité d'origine fossile ou d'en fabriquer nous-mêmes d'origine fossile? Si vous deviez, si vous étiez encore responsabilité et que vous aviez à faire ce choix, lequel feriez-vous? Moi, j'ai toujours espéré que l'Allemagne a fait un choix différent. Ils ont du coup fait appel aux énergies fossiles et simultanément sortir du nucléaire. Avec cet objectif, parce qu'ils n'ont pas l'intention de garder les énergies fossiles dans leur mix énergétique, mais c'est une énergie de transition pour eux. Nous, la chance qu'on a, me semble-t-il, c'est qu'on n'a pas ce choix douloureux à faire, parce qu'effectivement, on a un parc nucléaire qui n'est pas fermé demain matin. Enfin, je veux dire, l'ensemble de nos 58 réacteurs ne sont pas obsolètes. 56 Pardon, 56 réacteurs. Merci, Monsieur le Président. Et me semble-t-il, justement, si on avait pu rationaliser réacteur par réacteur, c'est même pas centrale par centrale, en disant, voilà, celui-là, il peut passer la visite décennale. Moi, j'aurais prolongé, mais encore une fois, sur des critères rationnels, avec en premier lieu le critère de sécurité. Et au fur et à mesure que l'on baissait la part du nucléaire, mais pas n'importe comment, on faisait monter la part des énergies renouvelables, et surtout, clé de voûte, on baisse notre consommation, parce que comme le RTE l'a rappelé récemment, cette baisse de production du nucléaire, on pourrait la compenser par la sobriété, et si on ne met pas l'accent là-dessus, on se plantera de toute façon, quelle que soit la figure. Moi, j'aurais préféré ce choix-là, d'utiliser ce parc qu'on ne va pas fermer demain matin, quoi qu'il en soit. Et c'était plutôt mon avis. Et à l'échelle de 2035, à mon avis, qui est quand même pas si loin que ça, on y verra beaucoup plus clair et toutes les solutions sont encore envisageables. Mais évidemment, ma priorité, c'est de ne pas redonner le moindre signal qui nous demande de réutiliser les énergies fossiles, parce que je mets le sujet climatique au-dessus de toutes les priorités. Je vous remercie. Mais simplement pour revenir aux énergies renouvelables, et en ayant bien conscience que la question n'est pas simple, la question qu'on se pose, y compris si on adopte l'ensemble de votre raisonnement sur l'idée de favoriser, enfin de développer au maximum les énergies renouvelables pour monter en puissance au fur et à mesure, c'est comment? Enfin, vous avez été, Madame, présidente de l'ADEME, commissaire général au développement durable. Vous avez été ministre d'État. Vous avez encouragé autant que vous pouvez, je pense, en tout cas dans la mesure de vos capacités, des possibilités interministérielles, les énergies renouvelables. On vote régulièrement maintenant, je crains de le dire comme ça, des lois d'accélération sur les énergies renouvelables. Pour autant, l'écart entre nos objectifs et nos capacités installées continue à augmenter. Donc, si vous voulez, c'est cette interrogation qu'on peut avoir quand on parle de souveraineté énergétique ou d'indépendance énergétique. C'est quels sont les leviers à notre disposition que nous n'aurions pas encore activés ou qu'il faudrait activer différemment pour faire un bond à la hauteur de l'urgence climatique qui est celle de 2050, mais qui est, d'ailleurs, Madame Bateau l'a rappelé à votre place récemment, celle de 2030 et de 2035, si on veut pouvoir avoir ces points de passage jusqu'à 2050. Juste, pardon, Michel. Je n'ai pas une réponse précise parce que je suis assez atterré de ces difficultés-là. D'autant plus que si demain, par un choix politique, on décidait effectivement une relance massive du nucléaire, je ne suis pas convaincu que les mêmes qui sont opposés à l'implantation des éoliennes soient si contents d'avoir des centres de stockage de déchets, des implantations nouvelles de réacteurs. Il ne faut pas non plus sous-estimer ce qui pourrait être une forme de résistance également de ce côté-là. Donc, ce ne sera pas aussi simple d'un côté comme de l'autre. Il y a des solutions à explorer. Moi, je regarde en Allemagne, par exemple. 40% des énergies renouvelables qui sont produites en Allemagne sont produites par des coopératives citoyennes, dans lesquelles on associe des agriculteurs, des communes, des habitants, et il y a comme ça plus d'1 millier de coopératives. Bon. Parce que les gens en perçoivent immédiatement l'intérêt. Là, souvent, je peux comprendre, hein, notamment sur un plan esthétique, sur un plan patrimonial. J'aime l'océan et quand je vois, j'habite pas très loin de Saint-Brieuc, effectivement, l'horizon
barré par ces constructions, ça me rend un petit peu triste. Mais en même temps, il faut faire des choix. On peut pas tout refuser. Et si on y trouve il faut que le consommateur y trouve un intérêt. Et il faut aussi que l'intérêt soit à terme. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que moi, je ne suis pas convaincu que la production d'énergie à partir du nucléaire soit celle qui va être la plus économe pour le consommateur dans les années à venir. Vous avez vu déjà, après les différents accidents nucléaires et les nouveaux critères de sécurité, combien le prix de l'énergie nucléaire a monté, celui des énergies renouvelables a tendance à chuter. Donc c'est ça cet argument aussi qu'il faut prévaloir, et qui devrait ramener à une forme de raison. Mais je n'ai pas forcément une réponse toute faite parce que je me désole de cette situation. Je me désole que le débat énergétique ait pris cette tournure. Je me désole que les éoliennes, enfin les énergies renouvelables aient si mauvaise presse. Et c'est pour ça que je ne mets pas la responsabilité simplement politique. Il y en a une responsabilité sociétale. Et là, il y a un débat sur l'énergie. Il faut qu'on choisisse. Si on doit choisir le nucléaire, choisissons-le. Mais alors en toute transparence et sans occulter aucun des risques aléatoires et des choix économique assez hasardeux. Pour compléter peut-être sur l'image des énergies renouvelables, parce que comme vous l'avez rappelé, effectivement, c'est un sujet que je suis depuis un certain temps. Bon, d'abord, on a quand même beaucoup progressé. Hein. C'est vrai que ça fait longtemps que je m'y intéresse et qu'au début, c'était vraiment très, très, très difficile en France de faire avancer cette idée qu'il y avait une autre forme d'électricité que l'électricité nucléaire, qui avait tous les avantages. Et donc, c'est là que le débat un peu idéologique a commencé à se développer. Moi, je suis toujours très surprise que on répète, d'ailleurs, le ministre vient de le faire, que les énergies renouvelables, et même l'éolien, avaient très mauvaise presse. Presse, ça c'est sûr. Mais quand on fait des sondages sur l'intérêt, l'envie des Français de voir se développer les énergies renouvelables, et je le dis d'autant plus qu'il y a un sondage qu'on fait depuis que j'étais à l'ADEME en début du siècle, dans les années 2003-2004, et qu'on continue à faire de manière très systématique. Donc c'est très intéressant. Ça permet de voir comment évolue l'avis sur le nucléaire, hein, puisqu'on pose toutes les questions, le nucléaire et les énergies renouvelables. Et là, d'ailleurs, depuis quelques temps, là, 2-3 ans, on nous explique que l'avis positif pour le nucléaire est passé 50%, ce qui est vrai. Hein. Il oscille entre 60 et 40, en fait, selon les périodes. Et là, il est clairement passé au-dessus de 50, c'est tout à fait vrai. Sauf qu'on oublie de dire, mais personne ne fait aucun commentaire sur le fait que quand on pose dans le même sondage, hein, donc si c'est vrai pour le nucléaire, ça doit être vrai pour les autres sujets, quand on leur pose la même question sur les énergies renouvelables, et on précise bien sûr, qu'est-ce que vous pensez de l'éolien? Est-ce que vous voulez ou non de l'éolien? De mémoire, on doit être à 75%, c'est-à-dire encore 10 à 15% au-dessus de cet enthousiasme pour le nucléaire. Quand on pose des questions sur le photovoltaïque, alors là, on atteint des sommets, on est à 80-85%. Et quand on demande, parce que je sais bien la question qu'on pose, ouais, l'éolien, c'est bien, mais quand c'est pas chez moi, pas du tout, parce qu'on pose aussi la question, dans le même sondage, aux gens qui sont à côté des parcs éoliens. Depuis 20 ans, on pose la question. Et le résultat, il est supérieur à l'avis moyen des Français. C'est-à-dire que les gens qui habitent à proximité des éoliennes, maintenant la proximité est quand même un peu limitée parce qu'on a écarté un peu quand même les maisons des éoliennes, ça c'est une très bonne chose, là, on a pris des positions nécessaires, les résultats sont encore supérieurs. Donc cette idée qu'on a, et qu'on a parce qu'on lit la presse, on écoute les gens qui critiquent, voilà, comme d'habitude, et pas les trains qui arrivent à l'heure et ceux qui sont contents d'avoir un parc éolien parce qu'ils voient l'intérêt que ça leur apporte sur leur territoire, notamment financièrement, mais pas que. On ne le discute pas, on ne l'explique pas, on n'en parle pas, alors que c'est ça la réalité quand même. Alors, après, la question que vous posez, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se développe comme ça beaucoup de jour au lendemain? Ça, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Je crois que c'est un sujet sur lequel, de toute façon, en matière d'énergie, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Il faut continuer à essayer de
progresser sur la simplification. On avait fait, comme vous l'avez dit, un progrès, nous, sur la partie offshore. On avait commencé à travailler avec notamment Sébastien Lecornu sur tout ce qu'on pouvait faire sur l'éolien, ensuite sur le photovoltaïque, etc. Donc déjà, on a raccourci, et c'est pas rien, hein, de 2 ou 3 ans la durée. Là, il y a encore des choses à faire. Je pense que dans les choses vraiment nécessaires, c'est d'impliquer vraiment les territoires et les élus au projet, et pas que les élus, enfin les citoyens, à l'intérêt d'avoir des éoliennes. Et aujourd'hui, on a éoliennes ou photovoltaïques, hein, mais on a encore un peu de problèmes sur ces sujets-là. J'espère que la nouvelle loi va aider. On ne sait jamais très bien comment sont utilisées les lois sur ces sujets, donc j'attends avec curiosité de voir ce qui va se passer. Sur le photovoltaïque, en fait, on a beaucoup de développement aujourd'hui, d'autoproduction, en fait, et d'intérêt des gens pour leur propre production sur leur maison. Alors ça vaut bien sûr que pour les maisons individuelles, mais on pourrait y travailler sérieusement sur les immeubles, et ça fait partie aussi des sujets qu'on a dans la loi. Donc là, il y a quand même des processus et des possibilités intéressantes de développement, à condition que on règle les problèmes financiers de qui finance, qui récupère, qui paye, qui possède tout ça. Avec un dernier point qui est que l'adaptation au changement climatique et donc la possibilité par de l'autoproduction territoriale ou éventuellement même individuelle, de se prémunir et d'être résilient en cas de phénomène extrême qui un problème, qui pose un problème sur le réseau, c'est visiblement aussi des éléments qui montent en charge. Alors, ça ne va pas tout révolutionner du jour au lendemain, mais il y a des chances que ça fasse quand même un peu de progrès. Pardon, monsieur le rapporteur, en complément, vous posez une question, et c'est vrai qu'on est un peu pris de court pour y répondre, parce que si on avait la recette pour faire en sorte, encore une fois, de délier un petit peu tout cela, on serait ravis, quelles que soient nos opinions aux uns et aux autres. Le facteur prix est important quand même, parce que, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais vous voyez ce que devient pour les ménages, mais y compris pour les acteurs économiques, le prix de l'énergie. Moi, là, pour le coup, je défie tout le monde de me faire une démonstration que, avec le développement du nucléaire, ça va nous impliquer une baisse du coût de la production de l'énergie en production et à la consommation. Encore une fois, j'essaie d'être le plus nuancé, le plus objectif possible, mais je suis bien placé pour dire que on ne connaît pas tous les coûts, parce qu'il y a les coûts évidemment de la production, mais tous les coûts induits pour justement l'entretien qui va devenir de plus en plus important, éventuellement la construction de nouveaux EPR, le démantèlement, le traitement des déchets, tout ça sont des coûts masqués parce que inconnus, qui vont venir se rajouter. Alors au moment où à l'échelle mondiale, par exemple, le coût du kilowattheure éolien, il a baissé, je crois, en 12 ans de 72% et celui du solaire de 90%, ça c'est quand même un sacré facteur. Moi je pense que massifier le nucléaire ne fait pas baisser les prix. Mais alors pas du tout. Par contre, massifier les énergies renouvelables, oui, ça fait baisser les prix. Et la démonstration est en train de se faire vraiment à l'échelle mondiale. Et le meilleur service qu'on va pouvoir rendre aux consommateurs, me semble-t-il, c'est de faire la part belle aux éoliens. Et effectivement, d'autant plus si on peut arriver à faire en sorte que petit à petit, il y ait de l'autoconsommation, parce que ça aussi... je connais des tas de gens qui ont mis des panneaux solaires, mais on leur met pas de stockage. Du coup, ça produit l'électricité dans la journée et ça repart sur le réseau. Il y a eu beaucoup de malfaçons. Mais à mon avis, voilà, le temps de la raison est venu et la démonstration pour moi a été faite que cette énergie qu'on ne considérait pas compétitive, elle l'est largement. L'Agence internationale de l'énergie, pour moi, fait autorité. Je vous remercie, même si... RTE, dans ses scénarios, indique que le scénario 100% renouvelable serait plus coûteux à coût complet qu'un scénario diversifié. Une dernière question pour ma part, sur ce qui a été, d'après un certain nombre de nos auditionnés, un des parents pauvres de la stratégie énergétique sont les énergies renouvelables non électriques. Et donc ce qui va avec, c'est-à-dire la capacité à transférer les usages vers de la chaleur renouvelable notamment, mais pas que. Comment est-ce que vous appréhendez ce sujet et comment vous l'avez appréhendé lorsque vous étiez aux responsabilités, et y compris vous, Madame Papalardo, quand vous étiez à la tête de l'ADEME puis à la tête du CGDD? Comme j'ai eu la chance d'avoir Michel Papalardo avec son expérience à l'ADEME, une des premières dispositions que l'on a pris
quand je suis arrivé au gouvernement, c'est justement de développer l'usage de la chaleur, et on a abondé fortement le fonds chaleur. Voilà. Donc notamment ça, évidemment, je pense que ça doit prendre une part aussi importante dans le mix énergétique, parce qu'on a tendance à le sous-estimer. C'est vrai également pour la biomasse. Je pense qu'il peut. Pour moi, il faut vraiment recenser l'ensemble. On a abandonné, parce que pour l'instant, à ce stade, ça n'est. Alors, on revient aux énergies renouvelables, mais on a abandonné tout ce qui était l'utilisation des courants marins, on a abandonné l'utilisation du mouvement de la houle, on a abandonné le gradient thermique, etc. Ça dépend des territoires. Moi, je suis convaincu, pour nos territoires ultramarins, que la Guadeloupe, par exemple, si elle avait utilisé la géothermie, et il serait intéressant de savoir pourquoi elle ne l'a pas faite, parce que peut-être que certains n'y avaient pas intérêt, aurait pu avoir une forme d'autonomie énergétique. Donc oui, on a un gisement utilisé, mis en réseau avec des réseaux intelligents, et encore une fois avec nos interconnexions. Moi, je suis convaincu que ce scénario, convaincu, mais avec la prudence nécessaire, parce que c'est tellement complexe et il y a tellement de paramètres aléatoires, que ça serait le scénario idéal. Michel. Non, mais effectivement, merci de poser la question sur la chaleur. Je l'avais noté, j'avais oublié d'en parler. Donc, c'est parfait. C'est effectivement toujours le parent pauvre. Bon, on y était sensible, donc on a porté le sujet avec le fonds chaleur, hein, puisque c'est l'outil essentiel, mais pratique, et bien connu, parce que justement, on est sur un outil qui dure. C'est une réflexion qu'on se faisait hier sur la sobriété. On change tout le temps des sujets, les outils, etc. Là, on a un outil qui dure, dont les règles changent au cours du temps, mais au moins, on sait où sont les moyens. Mais ça n'empêche qu'on l'oublie toujours. Le sujet de la géothermie qui vient faire l'objet d'un plan de relance, là, est un sujet très important, parce que ça conjugue également la capacité de production locale et de consommation locale. C'est ça l'intérêt de la chaleur, hein, c'est que ça permet d'avoir une énergie locale. On revient dans la souveraineté, hein, c'est clair, et d'indépendance dans les territoires. Chacun ayant sa forme de ressources de chaleur différentes. Et voilà, c'est vraiment un sujet sur lequel on a beaucoup de difficultés, parce que l'augmentation du fonds chaleur, ça n'a pas été simple, hein. C'était une dépense supplémentaire, on est bien d'accord. Quand on regarde et quand on rapporte régulièrement l'efficacité d'un euro, hein, mis dans le fonds chaleur, et de tout un tas d'autres investissements qu'on peut faire, on démontre toujours que c'est très intéressant et très efficace. On a quand même toujours du mal c'est la différence entre les énergies renouvelables électriques et les énergies renouvelables chaleur. Les énergies renouvelables chaleur, c'est un montant, c'est un fonds, on met de l'argent dedans et on le consomme. Les énergies renouvelables électriques, c'est moins visible, puisque on paye un tarif au fur et à mesure qu'on a implanté les choses. Donc le fonds chaleur est toujours un peu en souffrance à cause de ça, mais c'est dommage, et donc il faut continuer à travailler sur les énergies thermiques, y compris solaire thermique, bien entendu. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, Madame Papalardo, pour la disponibilité qui était la vôtre devant notre commission d'enquête. Il n'y a pas d'autres députés présents, donc je vais me permettre de lever la séance après vous avoir remercié pour votre présence, et je suspends pour quelques minutes avant de reprendre nos travaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés. Merci beaucoup. J'espère que vos travaux, justement, contribueront à apporter un éclairage précis sur ces sujets-là qui sont effectivement d'une grande complexité. Merci.